Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 29 mai. Merci d'être avec nous sur LCI et sur le plateau. J'accueille ce soir Pierre Berthelot. Bonsoir Pierre Berthelot. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur de la revue Orient Stratégique, chercheur associé au Centre de géopolitique d'HEC. Michel Goya. Bonsoir Michel Goya. Vous êtes consultant militaire LCI. Xavier Titelman. Bonsoir Xavier. Vous êtes de retour. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Samantha. Bonsoir Samantha. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi Sophia Marat d'être là. Vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Vos analyses nous sont précieuses. Sylvie Berman, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine, entre autres. Merci donc de nous suivre ce soir. Nous allons évidemment essayer de comprendre de ce qui se passe sur la scène internationale. Donald Trump était il y a quelques minutes encore dans la Situation Room. Vous savez, la Situation Room, c'est cet endroit dans lequel il s'isole aux côtés de ses plus proches conseillers quand les moments sont graves, quand il y a des décisions à prendre. Il y a passé un peu plus de 2 heures. Pour le moment, on ne sait pas encore s'il a pris une décision concernant la suite des événements en Iran. Voici ce qu'il avait tweeté un petit peu plus tôt dans la journée, un très long tweet de Donald Trump. Vous savez que Donald Trump, c'est soit très long, soit une image, jamais véritablement entre les deux. Donc là, je ne vais pas vous lire le tweet en entier, mais le principal, c'était le début de ce tweet de Donald Trump. Je le cite, « L'Iran doit s'engager à ne jamais se doter d'une arme ou d'une bombe nucléaire. Le détroit d'Ormuz doit être immédiatement réouvert, sans péage, pour permettre un trafic maritime sans restriction dans les deux sens. » Pierre Berthelot, on a là, pour le coup, Donald Trump, puisqu'on est dans un bras de fer entre les États-Unis, en la personne de Donald Trump, et évidemment la République islamique d'Iran. Mais là, pour le moment, là, c'était clair. Mais tout simplement, les Iraniens ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas les fameuses garanties qu'ils attendent depuis des mois, sinon des années. Et là, on voit qu'il a priorisé ce qui lui semble par d'importance le plus oui, c'est-à-dire le nucléaire. Voilà, le nucléaire puis Hormuz. Alors qu'on sait très bien que si on veut trouver une solution, au moins à court terme, voire à plus long terme, il faut commencer par Hormuz et aller vers le nucléaire. Parce que donc déjà vous dites qu'il a tout faux. Donc, c'est-à-dire non, je dis pas ça. Non, il fixe les priorités. Mais maintenant, on sait très bien que le nucléaire, ça va pas se régler comme ça en quelques jours, quelques semaines. Mais c'est le moyen d'avoir une ouverture vers le nucléaire. D'accord. Donc c'est de ce point de vue-là, il rappelle les deux enjeux essentiels. Oui. Même si effectivement, comme on l'a dit à de multiples reprises, Hormuz n'existait pas avant la guerre. Et on va revenir, bien sûr, toute la soirée sur le détail des conséquences des paroles de Donald Trump. Oui, Sylvie Berman. Oui, Hormuz, effectivement, c'est une conséquence de la guerre. C'est pas une cause de la guerre. Donc, c'est évident que ça doit passer par là, mais en même temps, rien n'est réglé. On a l'impression qu'il s'en veut un peu quand même. Parce qu'il n'y avait pas de péage avant, il n'y avait pas de problème à Hormuz. Absolument. Et quant au nucléaire, s'il n'a pas plus que Barack Obama, au bout de 60 jours de négociations, si c'est pas mieux que ce qu'il y avait en 2015, ça sera un échec. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est les 440 kilos d'uranium enrichi. Savoir ce que on en fait. Est-ce que c'est récupéré? Est-ce que c'est envoyé? Alors lui dit aux États-Unis, mais ils vont jamais accepter de l'envoyer aux États-Unis, peut-être en Chine ou en Russie. Mais alors. Samantha. Justement, dans son long tweet, il parle d'aller chercher l'uranium enrichi avec des bulldozers. Alors, c'est pas la première fois qu'il le dit, Samantha. Souvenez-vous, c'est-à-dire quand on parle de l'uranium enrichi, Donald Trump dit tout le temps que c'est les Américains qui vont aller le chercher. Il y a un grand mais très important, c'est qu'il dit je cherche les États-Unis sont le seul pays au monde capable de le faire avec la Chine. Oui, donc, vous avez raison. Donc, il est en train sont le seul pays avec la Chine à disposer des capacités techniques pour le faire. Voilà. Et donc là, j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir cet appel du pied qu'il fait à la Chine. Ça, c'est vrai, vous avez raison, je n'avais pas noté ça.
Effectivement. Il n'avait pas besoin de dire ça. Non, Sylvie, là-dessus. C'est vrai, mais d'abord, le problème, c'est que, d'après ce que je comprends, c'est à l'état gazeux dans des bonbonnes aujourd'hui. Ça n'a pas encore été transformé en poudre, donc c'est intransportable en l'état. Alors, effectivement, la Chine peut aider à le diluer et ensuite à le transporter, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il évoque ça. Il l'a peut-être, ou même sans doute évoqué avec Xi Jinping lors de sa visite à Pékin les 14 et 15 mai. Alors, il y a du côté iranien, le président du Parlement, Mohamed Ghalibaf, qui lui aussi s'est fendu d'une déclaration que je vais vous lire aujourd'hui. Tout cela, c'était peu avant, bien sûr, que Donald Trump s'enferme dans la Situation Room avec ses plus proches conseillers. Le vainqueur, nous n'avons aucune confiance dans les garanties et les paroles, dit le président du Parlement iranien. Seuls les comportements nous importent. Sophia Amara, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, d'abord, on a l'impression qu'il dit quand même en miroir ce que les Américains disent également. C'est-à-dire qu'on obtient des concessions par l'action, finalement, et non pas par les paroles. Oui, sauf que ce à quoi fait également allusion Ghalibaf, c'est le fait que les Iraniens ont par 2 fois été frappés alors qu'ils négociaient. Alors, ça les a beaucoup marqués, beaucoup déçus. Beaucoup. Alors, négociaient-ils de bonne foi ou pas? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Il n'empêche qu'ils sont quand même parvenus à un accord en 2015, le JCPOA. Maintenant, vous évoquiez à juste titre tout à l'heure concernant Hormuz, mais très brièvement, moi je vous dirais ceci. Pourquoi est-ce que Donald Trump est obligé de commencer par Hormuz? Parce que c'est une exigence iranienne. Les Iraniens ont dit on ne parlera pas. On parlera du nucléaire après. Bon, évidemment, on va revenir tout au long de la soirée, mais rejoignons d'abord Washington, où nous attend Sonia Dridi. Sonia, vous êtes en direct avec nous de Washington, à la Maison-Blanche. Merci d'être avec nous. Que s'est-il passé dans cette Situation Room? Nous savons que Donald Trump vient d'en sortir seulement après plus de 2 heures de réunion avec ses plus proches conseillers. Va-t-on vers une extension du cessez-le-feu ou pour le moment tout est-il en suspens? Eh bien, pour le moment, on a plutôt l'impression que c'est en suspens parce que donc des responsables de la Maison-Blanche nous ont confirmé que cette réunion était terminée. Ensuite, on a une information du New York Times puisque selon un haut responsable, Donald Trump n'aurait pas pris de décision encore sur un potentiel accord alors qu'avant de rentrer dans cette salle de crise de la Maison-Blanche, la Situation Room, il a annoncé sur son réseau social Truth qu'il allait tenir cette réunion, qu'il allait prendre une décision finale. Il a répété que s'il y avait un accord, l'Iran ne pourrait pas se doter de l'arme nucléaire, que le détroit d'Ormuz devrait être rouvert et que l'uranium enrichi iranien devrait être détruit. Mais pour l'instant, a priori, il ne s'est toujours pas décidé. Alors il est toujours, comme vous pouvez le voir avec la présence du Marine, dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. On a vu un peu plus tôt le secrétaire à l'intérieur entrer dans cette aile ouest. Donc a priori, pour l'instant, il s'occupe plutôt de sujets domestiques et il serait en train de signer un décret. Pour l'instant, tous les événements sont fermés à la presse, au pool presse, donc ça veut dire qu'il n'a pas non plus envie de s'exprimer. Donc on est dans l'attente, comme on l'a beaucoup été déjà, et Donald Trump a donné une interview à Fox News qui sera diffusée demain soir, dans laquelle il a notamment dit que s'il n'y avait pas d'accord, eh bien les hostilités pourraient reprendre. Merci beaucoup Sonia Dridi, vous étiez en direct avec nous de Washington et bien évidemment vous resterez avec nous, on vous rejoindra tout au long de cette soirée. Michel Goya, comme vient de le dire Sonia Dridi, c'est comme d'habitude j'allais dire avec Donald Trump, c'est-à-dire que l'option militaire reste ouverte. Mais là, d'un côté, du côté américain comme du côté iranien, finalement, négocier, c'est menacer d'intervenir militairement. Oui, les deux vont ensemble, mais si vous voulez, il y a une sorte de règle un peu empirique qui veut que lorsque le cessez-le-feu commence à durer beaucoup plus longtemps que les opérations de combat, c'est que vraiment des deux côtés on n'a pas envie d'y aller. Et là c'est le cas ? Oui. On est arrivé déjà au nombre de jours de cessez-le-feu supérieur aux 30 jours. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Dépassé la phase. Donc pour vous, Michel, pour le militaire que vous êtes, c'est plutôt signe qu'on rechigne à y aller. Oui, et même d'ailleurs les accrochages qu'il y a eu sont restés malgré tout limités et maîtrisés. C'est-à-dire il y a toujours possibilité de s'en servir comme prétexte pour escalader, pour aller plus loin. Non, on maîtrise des deux côtés. Et en même temps, on se retrouve une situation avec un
négociation d'une complexité incroyable qui traite sur des sujets. Un seul de ces sujets, Hormuz, nucléaire, suffirait déjà à occuper l'espace des négociations. Je ne parle même pas de tout ce qui concerne le balistique, les proxys, etc. Donc c'est incroyablement complexe et avec deux acteurs qui se sentent en position de force simultanément. Donc du côté américain de Donald Trump, on est coincé complètement. Donc on trouve, il parle, il y a un contraste qui est quand même assez fort entre Trump qui fait un peu le poisson rouge, qui oublie ce qu'il a dit précédemment et qui répète en boucle quasiment un peu tous les jours. Poisson rouge, oui. Oui, non, mais c'est ça. Il dit ce qu'il a dit la veille, il le redit le lendemain différemment. Un coup, il dit je vais tout casser. Parfois, il a plus trop envie de parler. On ne sait pas pourquoi. On se demande quand même si c'est pas parce que il sait pas ce qu'il pourrait dire. Bah, de plus, mais donc il répète. En tout cas, il y a quand même des indices sur le fait que les négociations sont en cours. On va vous en donner tous les détails tout au long de cette soirée, et également qu'une escalade militaire est possible à chaque instant, puisqu'il y a eu des escarmouches toute la semaine sur lesquelles nous allons revenir. Mais passons à une autre guerre qui n'est pas réglée, celle-là non plus. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisque tôt ce matin, un drone russe s'est écrasé sur le toit d'un immeuble résidentiel en Roumanie. En Roumanie, donc proche de la frontière bien évidemment avec l'Ukraine, provoquant un incendie et 2 blessés légers. Regardons d'abord cette frappe. Oui, Michel Goya. Donc ça, c'était donc une frappe de drone. C'est typique de la frappe de drone. Est-ce que c'est une escalade irresponsable sur un pays voisin? C'est pas la première fois que ça se produit. Non, ça s'est produit 2 ou 3 fois depuis le début du conflit. Je crois qu'au total, il y a eu plus d'une quarantaine d'objets qui ont traversé la frontière. Oui. Bon, voilà, mais c'est la première fois qu'il y a des blessés. Et donc là, on rentre, on passe à un niveau un peu supérieur. Donc là, ça devient évidemment beaucoup plus grave. Alors, est-ce que c'est accidentel? C'est tout à fait possible, parce qu'il y a une grosse activité quand même à proximité. On n'est pas loin de la frontière, une vingtaine de kilomètres de la frontière. On est à côté du Danube, qui est une voie de passage pour les céréales ukrainiennes et qui est régulièrement attaqué par les Russes. Donc, il est, comme les fois précédentes, c'est peut-être un truc qui a dépassé la frontière, mais dans tous les cas de figure, au moins, les Russes n'ont pas pris beaucoup de précautions pour éviter ça. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est la réponse roumaine. C'est-à-dire, effectivement, on a fait décoller les avions de F-16, on est allé chercher, traquer le drone, mais le ministre de la Défense dit, écoutez, voilà, c'est allé trop vite. Il est resté 4 minutes dans le ciel roumain. À un moment donné, il volait trop bas dans les villes, donc on n'a pas pu l'intercepter. Mais dans ce cas-là, moi je dis, oui, ok, mais pourquoi ne pas l'avoir intercepté dans le ciel ukrainien alors qu'il s'approchait, qu'il représentait une menace. Imaginez, par exemple, un pays comme Israël, et je termine là-dessus, un pays comme Israël qui se fait bombarder régulièrement, qui reçoit des drones sur la tête des pays en guerre à côté. Vous croyez qu'ils vont laisser faire comme ça, qu'ils laisseraient faire? Ils interviendraient tout de suite et ils avertiraient tout le monde. Maintenant, nous on tape. Les Israéliens, dans le passé, ont tendu une embuscade à quand même des Soviétiques. Ils ont défié l'Union soviétique, ils ont pété 5 ou 6 avions de combat soviétiques en disant voilà, maintenant ça suffit. Et donc, oui, moi ce que j'attends, alors il y a des condamnations de partout. Maintenant, il faut peut-être un peu passer aux actes. Nous sommes en ligne pour le moment en direct avec Kiev, donc la capitale ukrainienne, où nous attend Guillaume Ptak. Guillaume, bonsoir. Comment réagit-on côté ukrainien à cette frappe de drone? Est-ce que ça a été revendiqué? Est-ce que les Ukrainiens ont immédiatement pointé le doigt sur les Russes? Quelle a été la réaction du côté ukrainien? Oui, bien sûr, la réaction et la position du gouvernement ukrainien est très claire. C'est un drone russe, probablement de type Shahed ou Geran, qui a traversé donc la frontière et s'est abattu en Roumanie. Il est important de rappeler que de tels drones, des centaines ou presque, s'abattent quasiment quotidiennement sur l'Ukraine, ou en tout cas visent le territoire ukrainien. Et comme le disait le colonel Goya, ce n'est pas la première fois qu'un drone traverse la frontière roumaine. C'était également le cas en Moldavie. Il y a eu aussi des incidents en Pologne. Des débris de drones ont été retrouvés dans plusieurs des pays voisins de l'Ukraine et des membres de l'OTAN
La position du gouvernement ukrainien, elle, est évidemment très claire, à savoir tant que les bombardements se poursuivront, les bombardements russes, et que l'OTAN et que les alliés, les partenaires de l'Ukraine ne réagiront pas, de tels incidents seront amenés à se reproduire. Alors évidemment, la Russie dément. Selon le Kremlin, ça serait même potentiellement un drone ukrainien, quand bien même la frappe est survenue au moment d'une vague de drones qui ont visé l'Ukraine. Les Ukrainiens, eux, sont très clairs. Ces frappes sont russes. La responsabilité est entièrement celle de la Russie et elle risque malheureusement de se reproduire si rien n'est fait dans les jours, les semaines et les mois à venir. D'accord, merci beaucoup Guillaume Tack, merci, vous étiez en direct d'Ukraine. Écoutons d'ailleurs justement ce qu'a dit Vladimir Poutine qui a réagi face à ce drone qui a endommagé ce bâtiment et qui a blessé 2 personnes côté de la Roumanie, parce que ce que dit Vladimir Poutine, c'est évidemment pour minimiser l'action russe et mettre complètement en doute même que ce drone fût russe. Madame von der Leyen n'était pas en Roumanie après tout. Elle n'a pas examiné les restes de ce drone. Personne ne peut dire d'où provient un appareil, en particulier tant qu'il n'a pas été examiné. Après tout, nous savons que des drones ukrainiens ont survolé la Finlande, la Pologne et d'autres pays des États baltes. La réaction initiale a été exactement la même qu'aujourd'hui en Roumanie. Au secours, les Russes arrivent, les Russes tirent. Puis peu de temps après, il s'est avéré que cela n'avait rien à voir avec des appareils russes. Mais que ces drones étaient d'origine ukrainienne. Ils s'étaient égarés, avaient été affectés par la guerre électronique, ou pour une autre raison, ou en raison de spécifications techniques imparfaites. Ils s'étaient envolés là-bas et s'étaient écrasés. Xavier Titelman, donc Vladimir Poutine dit d'abord que Ursula von der Leyen, qui est la première à avoir réagi ce matin en disant que c'était un drone russe, n'était pas sur place, qu'il n'y a pas eu d'expertise, etc. Et deuxièmement, il dit que dès qu'il y a un drone qui survole quelque part, on a toujours tendance, le monde entier, dit Vladimir Poutine, a tendance à dire que c'est un drone russe. Les pauvres Russes qui se font accuser à tort, c'est quand même dommage. Septembre 2025, quand il y a 23 drones qui survolent l'espace aérien polonais, mais il y a maintenant des officiers généraux de l'OTAN qui ont été à l'Assemblée des parlementaires de l'OTAN qui ont dit que effectivement les drones, les positions qui étaient rentrées dans le logiciel de navigation étaient bien en Pologne. Ils n'ont pas été déviés par la guerre électronique russe. Septembre 2025, il y a un drone russe qui survole pendant 50 minutes l'espace aérien roumain. 2 chasseurs roumains le suivent. On va quand même pas se permettre de l'abattre. 50 minutes plus tard, ce drone revient en Ukraine où il a pu tuer tranquillement des civils et on ne s'est pas permis de l'abattre parce qu'on ne se permet pas de le faire. Donc les Russes vont toujours plus loin. Le mois dernier, il y a un drone russe en Roumanie qui se balade de 100 km dans la profondeur et qui va s'écraser en Roumanie. Mais c'est pas les Russes, encore une fois. Et puis à 100 km dans la profondeur russe, autant vous dire que c'est toujours les méchants Ukrainiens qui dévient les drones et qui ont la guerre électronique. Évidemment, tout ça, c'est bidon. C'est les Russes. Peut-être qu'à 20 km près, je veux bien qu'ils aient été déviés, mais d'une manière générale, il y a une répétition, il y a une volonté, il y a la totalité des pays de la région qui ont été violés depuis le début de ce conflit, que ce soit avec des avions de chasse, avec des hélicoptères, avec des missiles, avec des drones. Et tant qu'on n'abattra pas ces missiles directement au-dessus du territoire ukrainien, comme le dit Michel, effectivement, ça continuera, parce qu'on ne se permet pas d'avoir une zone tampon, puisque des missiles qui vont à plusieurs centaines de kilomètres heure, ça va très vite. Il y a un pays qui s'est permis de le faire le mois dernier, c'est les Britanniques. Oui. Les Britanniques, félicitations, avec un Eurofighter, ils se sont permis... Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Ils ont détruit un drone au-dessus du territoire ukrainien avant qu'il passe la frontière. Pour la première fois, on l'a fait, on se permet de le faire, c'est Sky Shield. On s'est permis de le faire et il n'y a pas eu de co-belligérance, il n'y a pas eu de guerre mondiale. C'est passé... Oui, parce qu'on parlait trop d'Iran à ce moment-là. Mais le fait est que même quand on se permet d'intercepter ces missiles, il ne se passe rien. Donc faisons-le. Faisons-le, c'est-à-dire faisons quoi exactement ? Tous nos avions qui sont de l'autre côté de la frontière, dès qu'il se passe ça et dès qu'il y a un drone ou un missile qui arrive, à 50 km de la frontière, on décolle, on les intercepte éventuellement. Non, mais ça, c'est une question politique. Vous savez très bien, Xavier Titelman, que pour le moment, cette question politique, personne n'a répondu. Les Britanniques, à part la positive, les Britanniques se sont permis de le faire. Vous le dites. Au mois d'avril, les Britanniques se sont permis de le faire avec un Eurofighter. Je vois pas pourquoi est-ce que les autres pays se l'interdisent. Sylvie Berman. Ils sont entrés sur le ciel. Ils ont tiré depuis l'autre côté de la frontière. Voilà, donc c'est pas la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. On peut déjà se permettre effectivement. une profondeur. Alors, j'ai une autre question, c'est-à-dire comment effectivement un drone a pu survoler pendant 50
50 minutes sans que personne ne descende mais ils l'ont en pas Roumanie. descendu volontairement, ils l'ont escorté en disant qu'ils allaient voir ce qu'ils faisaient d'abord. C'est pour ça que les Russes utilisent aussi nos espaces aériens. Ils l'ont fait avec la Pologne en faisant des demi-tours à l'intérieur, parce que les Ukrainiens ont leurs radars qui sont tournés vers la Russie. Et quand les drones russes passent par la Roumanie et arrivent par derrière, les Ukrainiens, leurs radars sont pas tournés dans le bon sens et ils les voient pas arriver. Ils savent tellement que c'est permissif chez nous. Vous savez que le pays qui a abattu le plus de drones russes... C'est-à-dire permissif ? Parce qu'on les laisse entrer et ressortir par un autre endroit 50 minutes plus tard. Le pays qui a abattu le plus de drones russes, c'est la Biélorussie. C'est eux qui ont eu plus de drones qui se sont perdus, qui se sont permis de les abattre. Nous, on ne se permet pas d'abattre les drones qui survolent pendant 50 minutes notre espace aérien. Alors, nous venons d'entendre ce qu'a dit Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'effectivement, il décrète que ce drone qui s'est abattu ce matin en Roumanie, côté non loin de la frontière ukrainienne, n'est pas un drone russe et que le monde entier a tendance à dire qu'il s'agit d'un drone russe dès qu'on parle de drone dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Russie, la veille, donc avant même cet incident de drone, disait ceci. L'OTAN et ses pays membres affirment qu'ils ne mettent pas leur espace aérien ni leur territoire à disposition pour mener des frappes contre la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qualifie ces accusations d'absurdes. Pourtant, les attaques de drones lancées depuis les pays baltes et d'Europe du Nord contre les cibles en Russie non seulement se poursuivent, mais s'intensifient également. Donc, ce qu'elle dit, c'est que, Michel Goya, en fait, les attaques contre nous, la Russie, augmentent. Oui, bien sûr, qu'elle donne des preuves. Là, je suis curieux de voir ce qu'elle appelle des attaques contre la Russie. Non, moi j'ai vu passer aussi tout un tas de. Vous savez, dès qu'il y a quelque chose qui pose question, on appuie sur un bouton et puis vous avez tout un tas d'histoires alternatives qui sortent. Certains disent, cette histoire en Pologne, en fait, c'est un faux drapeau de l'OTAN pour nous accuser. C'est l'Ukraine, c'est pour faire oublier ce qui s'est passé à Starobilsk. Etc. Non, mais donc on noie le poisson, on essaie d'introduire... Bon, écoutez, Michel, vous êtes militaire, on dit ça. Des drones, est-ce qu'il est absolument possible que ce soit évidemment un drone russe, que ce drone russe, comme cela s'est déjà produit, et soit arrivé juste de l'autre côté de la frontière. De toute façon, les Ukrainiens ont été sur place, ils ont déjà dit que c'était un drone russe. Ah, mais c'est sûr. Non, mais voilà. Un drone de fabrication russe. C'est un Garand 2, on peut facilement l'identifier d'ailleurs. Donc non, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y aura quand même de la la désinformation qui va circuler de tous les côtés. Et puis accessoirement, non, bien sûr que non, qu'on ne survole pas le territoire russe et qu'on n'agresse pas le territoire russe. C'est évident. Alors, Samantha, justement, là, ces questions d'intrusion de drones posent vraiment beaucoup de problèmes, puisque en Lettonie, je rappelle que la Lettonie est un des 3 États baltes et qu'elle a une frontière avec la Russie et la Biélorussie. En Lettonie, le gouvernement vient de tomber, et justement parce que il a chuté pour cause d'intrusion de drones qui a mis en lumière les faiblesses de la défense antiaérienne de ce pays. Donc ça ne cesse pas. Ça ne cesse pas, donc c'était le 14 mai, donc le gouvernement, d'abord le ministère de la Défense a été limogé, et finalement le gouvernement est tombé. Parce qu'il y avait des drones ukrainiens qui pénétraient dans le territoire letton parce qu'ils avaient été déviés par le brouillage russe. C'est ça. Ils étaient déviés par le brouillage russe. Alors, est-ce qu'ils étaient déviés exprès ou pas ? Enfin, ça, je suis désolée, mais c'est la guerre, c'est le brouillard de la guerre, c'est inévitable. C'est la guerre, mais ce qu'il y a en Lettonie, c'est que la Lettonie subit des incursions de drones depuis la Biélorussie, depuis plusieurs années. La Lituanie, par exemple, a eu plus de 700 incursions de drones en 2025. C'est quoi ? C'était des drones qui faisaient du trafic de cigarettes. Et ça, c'était des drones militaires, donc c'était très différent. Et en effet, ils n'ont pas été abattus. Et la Lettonie voudrait
et les 3 autres États baltes voudraient pouvoir montrer à l'Europe qu'ils sont vraiment les pionniers de la défense anti-drone, ce fameux mur de drones dont on parle depuis plusieurs mois. Donc ce serait c'est un mur de drones qui protégerait le territoire européen. Ils n'y sont pas arrivés. Maintenant, il y a un nouveau ministre de la Défense qui était anciennement représentant de la Lettonie en Ukraine, qui va amener avec lui une expérience ukrainienne pour pouvoir appliquer ça au cas letton. Mais si vous permettez juste... Enfin, il y a des carences dans la défense antiaérienne des pays baltes. Mais de tous les pays européens, de tous les pays. Et là, l'absurde de la chose. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont été blessées en Roumanie. Imaginez que ce soit 2 personnes qui sont mortes. Nous ne réagissons pas. Nous n'osons même pas abattre des drones et des missiles qui ne tueront aucun pilote russe, des drones et des missiles russes. Nous n'osons même pas les abattre sur le territoire ukrainien. Quel message envoyons-nous au monde entier et surtout à l'Iran? C'est surtout dotez-vous de l'arme nucléaire. Comme ça, vous pourrez tout faire en impunité. Vous pourrez même blesser nos civils et nous ne réagirons pas. Et c'est ça le message accablant que nos dirigeants sont en train d'envoyer à la Russie. Ah, nous sommes extrêmement inquiets, c'est extrêmement inquiétant, nous irons aussi loin qu'il le faut. Mais aussi loin qu'il le faut, pourquoi? C'est quoi il représente quoi? On ne sait pas, et c'est de plus en plus frustrant pour les Ukrainiens et puis pour les citoyens européens qui se sentent concernés par notre sécurité. La Russie pourrait préparer une frappe d'envergure sur l'Ukraine dans les prochaines 48 heures. Ce sont les services de renseignement ukrainiens qui le disent. Et voici ce qu'a ajouté tout à l'heure, il y a quelques instants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous disposons de renseignements indiquant que la Russie prépare une nouvelle frappe massive. Veuillez prêter une attention particulière aux alertes aériennes. Prenez soin de vos vies. Nos services fonctionnent efficacement et sont bien préparés. Les forces aériennes et les autres défenseurs de notre ciel travailleront 24 heures sur 24, comme toujours. Les questions de défense antiaérienne et la nécessité continue d'aider l'Ukraine à protéger son ciel sont notre priorité clé. Xavier Thielman, des centaines de drones, selon les renseignements ukrainiens, seraient lancés en premier pour évidemment épuiser, saturer justement ces fameuses défenses antiaériennes. Là, ça serait les défenses antiaériennes ukrainiennes et ils seraient suivis par des missiles et de croisière et balistiques. Alors généralement, quand les services de renseignement disent cela, ils le disent pas en l'air. Ils le disent parce ils s'appuient sur des données vérifiables. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a quelques jours, en début de semaine, ils avaient annoncé les mêmes services de renseignement ukrainiens que la Russie allait utiliser ce missile Oreshnik. Oui. Alors là, en l'occurrence... Donc, peut-on les croire? Je viens de regarder à l'instant, et il y a les premiers missiles balistiques qui sont tombés sur Kiev ce soir déjà maintenant. Donc je suppose qu'effectivement, il faut comprendre qu'il y a différents types de missiles qui sont lancés. Les Shahed sont interceptables avec des petits intercepteurs rapides qui coûtent 2000 €, donc c'est relativement facile. Mais les Russes font de la saturation, ils en produisent 250 par jour, donc évidemment ils peuvent en tirer 500, 800 sur la journée. Le record étant à 1700 Shahed lancés sur 24 heures. Ensuite, il y a des missiles de croisière. Les missiles de croisière, il faut plutôt avoir des missiles pour les intercepter, donc ça, soit des avions de chasse, nos avions de chasse font un super travail sur place. Les Ukrainiens arrivent à intercepter 90% en moyenne sur le mois d'avril. Et ensuite, effectivement, la grosse difficulté, c'est les missiles balistiques. Les missiles balistiques, ça va à 3000, 4000 km/h, ou alors des missiles hypersoniques comme le Kinzhal. Et là, il faut avoir des systèmes d'interception comme le Patriot ou comme le Mamba Samte, donc franco-italien. Le problème, c'est que même si on en a fourni aux Ukrainiens, on n'en a pas fourni les munitions en nombre nécessaire pour pouvoir réellement intercepter tout ça. Techniquement, on saurait protéger cette ville. Malheureusement, faute de munitions, et parce qu'on en a consommé énormément au Moyen-Orient et que nous, on en produit très très peu, malheureusement, on ne protège pas correctement la ville. Michel Goya, donc quand on fait ce genre de déclaration, les services d'enseignement d'un pays, là, des services d'enseignement ukrainiens qui disent qu'il y aura potentiellement une frappe massive russe dans les 48 heures, quel est l'effet? Ça réduit justement l'effet de terreur. Il y aura plus d'effet de surprise. Il y aura la terreur de la population sera moindre et ça montre aussi que les Ukrainiens voient tout. Oui, alors en même temps, les Russes l'ont annoncé. Ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient lancer une grande campagne de frappe, en particulier sur Kiev. Donc c'est pas complètement une surprise. Maintenant que les Ukrainiens le disent aussi pour leur population, pour se préparer effectivement, au moins psychologiquement, au fait que ça va tomber dur.
Peut-être qu'ils le disent aussi pour nous, pour nous rappeler un peu. Oui, pour nous donner souligner le fait que nous ne faisons rien, c'est cela ? Qui en prennent plein gueule, qu'on est en train de se concentrer sur d'autres. J'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit, ce qu'ils disent. Oui, mais il faut quand même le rappeler, régulièrement en tout cas. Mais du côté russe, oui, bien sûr que c'est prévu comme ça. Mais on a un peu l'impression que du côté russe, c'est un peu leur dernière carte, qu'ils ont. On est dans une situation où, sur le front, ça se passe pas bien. On peut dire très simplement, les Russes maintenant manquent de solutions, manquent d'idées pour dépasser leur blocage et leurs idées et leur blocage sur le front, Le fait qu'ils n'avancent plus, voire même reculent. Et donc, dans le temps, l'an dernier ou en 2024, ils avaient trouvé des solutions, ils avaient apporté des trucs. Là, maintenant, ils sont un peu bloqués. Ouais. Et on a l'impression que ils vont redoubler d'efforts pour frapper sur l'arrière. Sur Kiev, en plus sur des objectifs qui... Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est devenu une guerre où on frappe de l'arrière, toujours sur l'arrière. Oui, on frappe plus sur l'avant à cause des drones. Non, mais ça peut avoir du sens, point de vue militaire. On peut même frapper les réseaux électriques, on peut comprendre la logique. Mais là, maintenant, on frappe tout azimut, on frappe Kiev. On frappe les centres pouvoirs, ce qui n'a aucun intérêt militaire. On veut frapper, on l'a annoncé. Donc on veut frapper le centre de la ville de Kiev. Ça n'a aucun intérêt militaire. Mais, je ne sais pas, on a une sorte d'impression que les Russes tentent un peu leur va-tout en frappant massivement. Mais c'est... En dépit, c'est vain, de ces annonces, Vladimir Poutine, qui parlait effectivement tout à l'heure et qui réagissait à ce drone qui est tombé en côté Roumanie, il ajoutait également, il enfonçait le clou même, j'allais dire, Vladimir Poutine, il soulignait ce qu'il a déjà dit et qui avait déjà grandement étonné il y a quelques jours, le fait que la guerre entre la Russie et l'Ukraine touchait presque à sa fin. Quant à ma déclaration selon laquelle je pense que le conflit touche à sa fin, je ne l'ai pas faite sans raison, mais sur la base d'une analyse de la situation sur le champ de bataille. Là-bas, nos forces avancent dans toutes les directions chaque jour. Vous pouvez le constater par vous-même. Sylvie Berman, qu'est-ce que veut dire Vladimir Poutine ? Alors, le fait que les forces avancent dans toutes les directions, c'est contraire à toutes les informations qu'on peut avoir à ce stade, et l'information selon laquelle les Ukrainiens ont reconquis le terrain perdu, 500 km², je crois, dans les... Depuis février. Pardon ? Depuis février. Depuis février, absolument. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la population à Moscou est très mécontente de la guerre, parce que pour la première fois, elle en ressent les effets à cause des coupures d'Internet, et ça modifie complètement leur mode de vie. Sa cote de popularité a baissé. Ça ne veut pas dire évidemment que les gens vont aller manifester dans la rue, mais il y a un mécontentement. Mais pourquoi dit-il cela ? Et pour leur dire que la guerre est bientôt terminée. Et que la Russie la gagne, bien évidemment, c'est ce qu'il sous-entend. Bien sûr. Mais alors là, c'est effectivement sur le plan militaire, c'est assez incertain. Mais la raison pour laquelle il fait passer ce message, c'est pour la deuxième fois en quelques jours. Oui, mais c'est pour cette raison-là, parce que là, ils en ont marre de la guerre. La guerre est devenue de plus en plus impopulaire. Oui, parce qu'ils la ressentent. Avant, à Saint-Pétersbourg et Moscou, ils ne la ressentaient pas du tout. Oui, Sophia. Et d'ailleurs, à Moscou, il y a une cellule au Kremlin qui est chargée de préparer l'opinion publique. Pour aller dans votre sens, c'est un peu leur dernière carte, de préparer l'opinion publique pour un retrait, une fin des conflits, mais avec le récit de Moscou officiel qui consisterait à dire que voilà, on met un terme au conflit parce qu'on l'a gagné. Et donc il y a toute une cellule qui s'active avec des directives, des mots-clés, avec un langage, un récit particulier pour véhiculer cette fausse victoire auprès de la population et que la Russie puisse s'en sortir un peu la tête haute, même si militairement vous avez raison, Madame l'ambassadeur, les faits démentent ce que nous annonce ce soir Poutine. Alors, sur la popularité nouvelle de cette guerre en Russie, je viens d'écrire un article dans Le Point, donc je ne résiste pas à la tentation de vous dire que peut-être vous pourriez le lire dans cet hebdomadaire, toujours intéressant à lire. Samantha.
Oui, il y a une autre information qui est tombée. Alors, je ne sais pas si elle a pu circuler jusqu'en Russie, mais la directrice du service d'écoute britannique, donc au Royaume-Uni, il y a 3 grands services d'espionnage, le MI6, le MI5 et le GCHQ. C'est un peu la NSA britannique. C'est vraiment eux qui, avec les Américains, ont le plus grand service d'écoute au monde. Elle a dit publiquement, elle se présente jamais en public. Et là, elle a fait tomber une information quand la Russie a perdu 500 000 hommes perdus, donc décédés, pas décédés, morts, blessés. 500 000 morts, 1,5 million de Russes morts depuis le début de cette guerre. Ce sont les estimations que les Britanniques ont faites grâce à leur service d'écoute sur lequel ils travaillent aussi que les Américains. C'est un chiffre absolument énorme. Poutine, aujourd'hui, ne peut plus recruter. Il y a une loi qui est sortie en Russie cet été, autorisant les enfants dès l'âge de 12 ans à travailler pendant les vacances d'été. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Une grosse partie de la main-d'œuvre a soit quitté le pays, soit est employée dans le complexe militaro-industriel, et beaucoup d'hommes valides sont on va dire, entraînés au front grâce à des contrats. On parle même de mobilisation potentielle à partir de... Ça fait longtemps qu'on en parle de mobilisation potentielle, Samantha. Pour le moment, il n'y a eu qu'une seule vague de mobilisation en Russie, c'était en septembre 2022. Nous, évidemment, nous continuerons à suivre ce qui se passe, bien sûr, en Ukraine, mais retournons du côté du détroit d'Ormuz. Je rappelle que Donald Trump est sorti de sa Situation Room, dans laquelle il avait annoncé lui-même être entré il y a quelques heures, et qu'il n'a toujours pas pris sa décision finale. Décision finale, c'est même lui qui l'annonçait avec ce mot-là dans son dernier post sur Truth Social par rapport à la guerre en Iran. C'est donc que la situation est complexe. Justement, à Ormuz, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Iran a tiré sur 4 navires commerciaux. C'était des coups de semonce qui avaient été tirés, qui ont déclenché des réactions américaines. Les 4 navires ne s'étaient pas coordonnés avec les gardiens de la Révolution. Nous sommes en direct avec Jordan Olivier, je crois. Est-ce que vous êtes déjà en ligne, Jordan Olivier, au Qatar ? Oui, vous êtes là. Bonsoir, merci d'être avec nous, Jordan. Ce n'est donc pas du tout un cessez-le-feu auquel on a droit entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, mais c'est une simple pause dans les opérations de grande intensité, puisqu'on voit ce qui s'est passé à Ormuz. Alors, ce qu'on peut vous dire, Anne, c'est qu'en effet, la nuit dernière, il y a eu des frappes. Les gardiens de la Révolution ont même affirmé avoir détruit un aéronef américain. Une version démentie par les États-Unis. Et puis la nuit précédente aussi, l'armée américaine a frappé une base militaire à Bandar Abbas, et la réplique iranienne a quasiment été immédiate, avec cette fois-ci des installations américaines ciblées au Koweït. Ce qu'on craint évidemment dans la région, c'est une escalade qui est pour l'instant contenu. D'ailleurs, ici au Qatar, on use au maximum de la diplomatie pour rapprocher les positions américaines et les positions iraniennes, puisque le pire des scénarios serait une reprise des frappes. Mais pour le moment, il semblerait que le cessez-le-feu tienne entre Américains et Iraniens, et surtout, on a une volonté double du côté des pays du Golfe, c'est d'ouvrir le plus rapidement possible ce détroit d'Ormuz, car je vous le rappelle, la quasi-totalité des hydrocarbures des pays du Golfe passe par ce chemin maritime, et ces pays du Golfe, et notamment le Qatar, sont durement touchés économiquement depuis le début du conflit. Merci Jordan Olivier, vous étiez en direct avec nous depuis le Qatar. Finalement, Pierre Berthelot, ce détroit d'Ormuz, c'est devenu, du point de vue des Iraniens, leur dissuasion. C'est même peut-être encore plus important, plus puissant que la dissuasion nucléaire. Oui, parce que l'arme nucléaire, comme on dit, c'est une arme de non-emploi, alors que Ormuz peut l'utiliser tous les jours. Parce que ce qui va se passer, à mon avis, on va arriver à un accord avec l'Iran. On ne sait pas quand, on ne sait pas les paramètres, les modalités. Mais effectivement, les Iraniens n'ont plus confiance. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dès qu'il y aura un problème, ils vont fermer le détroit, voilà, et c'est pas compliqué. 2-3 mines, une petite menace, voilà, il va y avoir cette espèce de certains diront un chantage permanent, d'autres diront un rapport de force, mais c'est ça le gain extraordinaire, si on peut dire, du régime iranien. Alors d'ailleurs, il y a eu 3 ruptures stratégiques qui sont arrivées avec cette guerre d'Iran, et même avant, depuis 2024. Oui. Les 3 ruptures stratégiques, c'est d'abord, l'Iran n'a plus peur
d'attaquer Israël en direct. Ils l'ont jamais fait avant, je parle sous contrôle de Michel Goyard. Avant 2024, il n'y a jamais eu, je crois, d'affrontement direct. Il y avait les proxys, donc le Hezbollah, le Hamas ou d'autres. Donc ça a commencé quand ils ont tapé les Israéliens l'ambassade ou l'annexe de l'ambassade d'Iran à Damas. Oui, voilà. oui. Donc il y a eu, c'était encore assez soft, 2024, puis c'est a augmenté avec 2025, la guerre de juin 2025, et voilà. Donc déjà, ils ont plus peur. Deuxièmement, ils ont plus peur directement d'affronter les États-Unis, parce que ça aussi, il y avait jamais. Non seulement ils ont plus peur, mais ils prouvent qu'ils en sont capables de résister. Ils ont passé l'épreuve du feu, comme on dit. Ils ont pris des coups. Ils sont sonnés, mais comme un boxeur qui a résisté sur le ring. Ils tiennent encore debout. Voilà. Et puis la troisième rupture stratégique, c'est Hormuz. Il y a un grand spécialiste du pétrole dans la région, je vais pas le citer, mais qui avait dit non, parce que il avait dit qu'ils utiliseront pas Hormuz. Ah, d'accord. Oui, alors, oui. Donc, je veux pas être désobligeant. Il l'avait dit il y a un an à propos de la guerre des 12 jours. Il avait dit ah non, parce qu'on avait dit est-ce qu'ils vont utiliser Hormuz? C'est vrai qu'à l'époque ils n'avaient pas fait, et voilà. Mais finalement ils l'ont fait. Donc maintenant il y a ces trois ruptures stratégiques. Comment les Américains et les Israéliens, qu'il ne faut pas oublier dans le jeu, comment ils vont Israéliens, réagir. On va y venir tout à l'heure au cours de notre soirée. Écoutons ce qu'a dit quand même Donald Trump mercredi, parce que c'était tout à fait étonnant, à propos d'Hormuz et surtout du sultanat d'Oman. Le détroit sera ouvert pour tout le monde. Ce sont des eaux internationales. Personne ne le contrôlera. Nous allons le surveiller. Nous le surveillerons, mais personne ne le contrôlera. Ça fait partie des négociations en cours. Ils veulent le contrôler. Personne ne le contrôlera. Ce sont des eaux internationales. Et Oman va bien se tenir, comme les autres, où nous devrons les faire exploser. Et ils le comprennent. Bon, Donald Trump, mercredi, à la stupéfaction générale, a menacé de pulvériser le sultanat d'Oman, qui, je le rappelle, est quand même un allié des Américains depuis toujours. Alors, j'aimerais comprendre avec vous, Sophia Maha, la position du sultanat d'Oman, qui se trouve complètement pris en étau entre son puissant voisin iranien, et avec lequel il a toujours maintenu de bonnes relations. Et géographiquement, le sultanat d'Oman est justement cette péninsule qui mène au détroit, est très proche de la République islamique d'Iran et son allié américain. Donc, il veut, le sultanat d'Oman, continuer à maintenir ses solides relations avec son voisin iranien. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne dément pas qu'il mène des négociations, qu'il accepte de voir les Iraniens les mener, concernant un potentiel péage, ce dont ne veut pas entendre parler Donald Trump. Bien sûr. Et d'ailleurs, lorsqu'il a lancé cette phrase quand même assez violente en disant qu'il voulait faire exploser Oman, ses assistants auraient cru à une énième approximation géographique. Oui, ils ont même entendu qu'il disait Iran au lieu de Oman. Exactement, et qu'il avait... Personne n'en revenait. Qu'il s'était juste trompé sur le nom du pays. Mais non, il n'en était rien. Effectivement, il a menacé de désintégrer le sultanat d'Oman parce qu'il a eu vent de négociations, de pourparlers secrets, ou en tout cas discrets, entre Téhéran et Mascate, entre les Iraniens et les Omanais, qui ont d'ailleurs joué un rôle essentiel en tant que médiateurs avant que le Pakistan n'entre dans la danse. Et du coup, pour les Américains, c'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible que les Omanais donnerait ainsi une couverture à l'Iran, qui ne serait pas le seul pays à vouloir exiger ce qui, dans le droit de la mer, est totalement inadmissible. Et donc, par conséquent, d'où cette colère. Et Oman, vous avez raison, et entre deux feux. Et d'une part, les États-Unis, qui sont son allié, il faut le rappeler, et l'Iran. Et la géographie qui oblige Oman à coopérer. J'allais le dire exactement, qui est obligé à un mariage de raison du fait de la géographie. Et Oman, c'est le lieu où se sont tenues les négociations secrètes qui avaient mené à l'accord sur le nucléaire en 2015. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Oman a toujours joué un rôle de médiateur. Mais vous évoquiez tout à l'heure les trois ruptures stratégiques. Est-ce qu'il n'y en a pas une quatrième, qui est la division entre ces monarchies du Golfe, et puis le fait que, par exemple, les Émiratis, contrairement aux Omanais, assument l'hostilité avec l'Iran, alors que jusque-là, ils n'avaient jamais osé le faire aussi clairement et
le rapprochement avec Israël. Oui. C'est quand même quelque chose que cette guerre a changé aussi. Je suis d'accord avec vous, parce qu'on dit souvent, oui, les pays du Golfe, ils sont pas contents, ils sont prêts à reprendre les frappes contre l'Iran. Non, c'est incontestablement, les Émirats sont isolés. Parce que, je me permets de corriger ce qu'a dit votre envoyé spécial au Qatar. Il a dit tout à l'heure, il n'y a plus rien qui sort du pétrole. C'est faux, parce que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, exporte finalement, voilà, avec Yanbo sur la mer Rouge, elle exporte les 3/4 de ce qu'elle exportait avant. Et elle gagne même plus d'argent, comme le prix du baril a augmenté. Donc les Saoudiens, de ce point de vue-là, ils ont intérêt à avoir des très bonnes relations avec l'Iran, d'autant plus que ils ont un proxy de l'Iran qui est à côté de chez eux, qui sont les Houthis, et qui, eux, peuvent taper Yanbo et bloquer Bab el-Mandeb. Donc, de ce point de vue-là, il y a... Et sur Oman, c'est intéressant, parce que c'est effectivement un pays qui est... c'est le seul pays musulman qui n'est ni chiite ni sunnite. C'est ça. Puisqu'ils sont ibadites. C'est encore autre chose. C'est encore un troisième courant de l'islam qui est pacifiste, on peut dire. C'est peut-être pour ça qu'ils sont généralement plutôt neutres et utilisés comme canal de transmission. Tout à fait. Et aussi, ils ont le puissant et ombrageux voisin saoudien à leur frontière, qui a longtemps fait la promotion d'un certain wahhabisme, on peut dire. Donc, ils s'en méfient. Et donc, c'est très compliqué, cette situation. Mais en fait, la crainte de Trump, c'est quoi? C'est qu'il y ait cet accord, comme c'est souligné, entre Oman et l'Iran, pour se faire une espèce de cogestion. Et ça, il n'en veut pas, parce que à ce moment-là, c'est en faveur des Iraniens. Donc, il veut dissocier Oman de rapprochement avec l'Iran, d'où des menaces extrêmement violentes. Mais une chose que je crois qu'on oublie tous, c'est qu'il y a quelques semaines, Donald Trump avait proposé que l'Iran et les États-Unis gèrent ensemble des droits. Non, on n'a pas oublié, mais on n'ose plus le dire. On n'ose plus le dire. Et ramasse les paiements. Donc, est-ce que Trump est juste énervé de finalement ne pas ramasser l'argent? Il ne peut pas participer. Voilà, c'est comme l'enfant qui est pas content parce qu'on ne laisse pas jouer. Les Omanais ou les Omani, je ne sais pas comment on les appelle. Les Omanais, jouent ensemble, vont peut-être avoir un peu d'argent, et lui, il est laissé de côté. Donc, évidemment, qu'il s'énerve. Ça part du gâteau. Voilà, ça part du gâteau, absolument. Selon l'agence de presse d'État iranienne, des avions américains se trouvaient bien dans la zone où les gardiens de la révolution ont tiré cette nuit. À l'aube ce matin, l'Iran a donc déclenché, on le sait, des tirs de missiles vers le sud, et elle affirme, l'Iran, avoir abattu un aéronef américain à Boucher. Voici les images sur lesquelles elle s'appuie. Ce sont des images de Flight Radar, parce que le comble, c'est que justement les Iraniens et l'agence de presse d'État utilisent Flight Radar pour se justifier. Alors bien évidemment, ce matin, le CENTCOM américain a publié son démenti, mais on aimerait bien essayer de comprendre un petit peu mieux, Xavier Titelman. Alors, de quels avions il s'agit? Il s'agit d'un avion de patrouille maritime P-8 Poséidon, c'est dans la marine américaine. Je crois que c'est Flight Radar concernant celui-là, le P-8. Et le second avion, c'est un ravitailleur KC-46A de l'armée de l'air américaine. C'est ça. Alors, c'est deux avions qui, en plus, volent pas du tout à la même hauteur. Le P-8, moi, j'étais dans l'équivalent français de cet avion-là, qui s'appelle l'Atlantique 2. C'est un appareil qui a un radar qui permet de voir les mouvements qu'il peut y avoir sur l'eau. Ça permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de petites vedettes iraniennes qui vont sortir de leur port, etc. Donc, c'était normal qu'il soit là, disons. Lui, il est là, H24, il n'y a pas de problème. Et le fait que les Iraniens aient tiré dans la zone veut certainement pas dire que l'avion a été abattu. Ils ont tiré dans une zone dans laquelle peut-être, si un avion est passé dans le coin, ça leur a accroché. Mais il n'y a pas d'avion qui a été abattu. Et le deuxième appareil... mais les Iraniens, ça ne les empêche pas de le dire. Mais c'est ça. Ils se vantent d'être capables de tirer des missiles dans le vide. Alors que font les missiles modernes? Un missile, ou même un S-200 de l'époque soviétique. Il va dans l'axe, et puis s'il y a quelque chose, il allume son radar. Et d'ailleurs, je rappelle que les Ukrainiens, dans les années 80, ils avaient fait, pendant un exercice, ils avaient tiré un missile S-200 sur une cible, ça avait raté sa cible, ça avait continué droit, ça avait tapé dans un avion civil qui passait par là. Donc quand les Iraniens s'amusent à taper au hasard, à lancer des missiles en espérant que ça vise un avion militaire, parce que sur Flight Radar, ils ont vu qu'il y avait un avion militaire, faut pas exclure que ça continue tout droit sur quelques dizaines de kilomètres et que ça tombe sur un avion civil qui est derrière. Donc, Michel Goya, il est absolument normal que ces deux avions aient été... Il n'y a rien d'étonnant à ce que ces deux avions américains étaient sur zone. Leur présence n'était pas une conséquence de l'incident des navires évoqué la veille. C'est une présence normale. Expliquez-nous ça. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une présence aérienne américaine au-dessus de la zone. Bien sûr, ils surveillent la zone et ils ont une capacité d'action très, très rapide. D'ailleurs, on l'a vu dans les accrochages précédents, c'est toujours la même séquence. C'est-à-dire que vous avez des navires civils
ou éventuellement militaires américains qui pénètrent dans la zone revendiquée par les Iraniens. Les Iraniens tirent des missiles et dans la foulée, ou des drones, dans la foulée, ces projectiles sont interceptés et il y a une attaque immédiate sur l'origine de ces tirs par les Américains. Et pourquoi il y a une attaque immédiate ? Parce que vous avez des avions qui sont prêts en permanence, qui font des patrouilles aériennes, et qui sont prêts, qui sont renseignés, qui sont ravitaillés. Donc c'est la présence pour être en permanence en vol dans la région, il faut être ravitaillé, et qui vont immédiatement frapper la zone. Donc cette zone, elle est surveillée de manière par les avions américains en permanence, et qui sont prêts à frapper en permanence. Donc c'est tout à fait normal. On l'a compris avec Donald Trump, la diplomatie et donc la recherche d'un accord, puisque c'est quand même la définition de l'action diplomatique, ne signifie absolument pas, mais pas du tout, une pause ou un abandon total de la préparation militaire. Et donc, bien évidemment, Donald Trump joue sur les deux tableaux. Je vous rappelle qu'il était dans la Situation Room il y a quelques minutes encore, qu'il en est ressorti après 2 heures de discussion avec ses conseillers les plus proches, des discussions pendant lesquelles, effectivement, il a été question de quoi faire en Iran, puisque c'est la question que se pose nuit et jour, j'allais dire, le président américain Donald Trump, sans véritablement, pour le moment, trouver de solution, puisque, à grand renfort de tweets, il dit que sa décision finale est à venir. Elle est sans doute encore à venir, mais pour le moment, Sonia Dridi, vous êtes en direct avec nous depuis Washington. Que sait-on de ce qui a été dit dans cette Situation Room à Washington, à la Maison-Blanche, par Donald Trump ? Notons tout de même que nous sommes vendredi soir et que d'habitude dans cette émission, le vendredi soir, nous commentons les allées et venues de Donald Trump, le fait qu'il aille jouer au golf, le fait qu'il quitte la Maison-Blanche. Or, ce soir, il a donc suivi son cabinet dans la Situation Room, il en est ressorti, mais il n'est pas encore reparti de la Maison-Blanche. Non, et alors surtout, il n'est pas encore reparti de l'aile ouest de la Maison-Blanche que vous pouvez voir derrière moi, c'est-à-dire qu'il est a priori toujours dans le bureau ovale, c'est le bureau ovale ou la Situation Room, mais la Situation Room, tout à l'heure, un responsable de la Maison-Blanche l'a confirmé à LCI, cette réunion était terminée, donc désormais, il est dans le bureau ovale. Il y a peu, il recevait le secrétaire à l'intérieur et c'est possible qu'ils soient toujours ensemble dans ce bureau ovale. Il devait signer des décrets. Ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'il n'a pas non plus ouvert cette réunion, notamment avec le secrétaire d'État, le secrétaire intérieur, à la presse. Donc, il ne voulait pas forcément faire de déclaration. Donc, il n'est pas encore retourné dans sa résidence. Il est toujours dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, donc où il travaille encore. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments. Pour l'instant, pas de déclaration officielle, pas de message de Donald Trump encore sur les réseaux sociaux. Mais selon le New York Times, il n'a pas pris de décision pendant cette réunion. C'est un haut responsable américain qui l'a confié au New York Times, et toujours selon ce quotidien américain, eh bien, il y aurait notamment toujours des discussions sur le dégel des avoirs iraniens. Donc ce serait l'un des points qui bloquerait, ou en tout cas les discussions seraient encore en cours. Donald Trump, qui un peu plus tôt dans son message disait que s'il y avait un accord, eh bien l'Iran ne pouvait pas se doter de l'arme nucléaire. Il y aurait un retour, une réouverture du détroit d'Ormuz, une levée du blocus américain. Puis dans une phrase pas très explicite, il avait dit qu'il n'y aurait pas pour l'instant d'échange d'argent. Oui. Merci beaucoup Sonia Dridi pour ces détails en provenance de Washington. L'option militaire n'est donc jamais loin, et voici les dernières images qui nous parviennent. Ce sont des images de l'USS Bush, et des décollages d'avions de chasse, voici et puis d'hélicoptères. C'est Xavier Titelman de nuit. Donc le CENTCOM publie généralement. Bon, le CENTCOM, c'est très bien que quand le CENTCOM publie, tout de suite, tout le monde va communiquer sur ces images, puisque sans le CENTCOM, nous ne les aurions pas, ces images, bien évidemment, mais elles sont importantes, elles veulent dire quelque chose. De toute façon, il y a toujours une activité, même quand on est en temps de paix, même quand on est au large dans l'Atlantique, très très loin. D'accord, mais enfin, en temps de paix, c'est pas la même quand même, et pas dans les mêmes endroits.
La communication, c'est celle qui est importante en réalité, parce que continuer à faire des opérations, des hélicoptères qui volent, des avions de chasse qui décollent, c'est quelque chose qui est normal partout. Le fait qu'ils continuent à le montrer, et surtout que leurs hélicoptères, y compris les hélicoptères, aient des pods sous les moignons. Vous voyez, il y a des, je sais pas exactement ce que c'est peut-être des c'est quoi ? missiles anti-chars. C'est possiblement des missiles anti-chars. Donc sur son flanc. Donc ils décollent armés. En général, quand on fait juste de l'entraînement, on peut se reposer, etc. Parce qu'il faut valider ses qualifications de jour, de nuit. Là, c'est pas le cas. En capacité de tirer dans les 5 minutes qui suivent, si jamais c'était nécessaire. Donc ça, c'est le signalement. C'est un positionnement stratégique qu'on ne décolle pas simplement pour faire des exercices. On est prêt à tirer. Et donc, en permanence, ils veulent sous-entendre qu'ils ont en permanence des appareils en vol. Et donc, si les Iraniens font sortir une vedette ou essayent de lancer un missile depuis un camion, ils pourront le détruire instantanément. Oui. Et nous avons également reçu ces images, Michel Goya, concernant le Lincoln qui est sur zone depuis un certain temps. Voilà, si vous voulez bien nous les commenter. Bon, ça, c'est un décollage d'avion de chasse. Oui. Oui, non, mais c'est pareil. Je rejoins ce que disait Xavier, c'est-à-dire que de toute façon, il y a une vie permanente dans ces bâtiments. Ils se roulent pas les pouces. Ils sont en permanence. Enfin, il y a bien des moments où ces bâtiments s'arrêtent de fonctionner. Mais non, jamais. Absolument jamais. Sauf quand ils sont en réparation. Ah oui, bien sûr, voilà. Évidemment. Mais sinon, ils sont toujours quelque part. Un bâtiment de guerre, vous avez toujours des gens qui sont en exercice, en préparation, à leur mission. Donc, vous avez sur un porte-avions, vous avez toujours des avions qui décollent. Donc les avions là qui décollent au moins pour se mettre en alerte et en patrouille pour protéger, surveiller et protéger le groupe aéronaval ou la flotte qui exerce le blocus, ou pour aller surveiller le détroit d'Ormuz. Donc vous avez une vie permanente. Maintenant, effectivement, ce qui est nouveau, c'est que évidemment on le montre. Et si on le montre, c'est pas anodin, c'est pour dire voilà, on est prêt, on fait le job et on est prêt à frapper à tout moment s'il le faut, si on en reçoit l'ordre, et que voilà, on maintient la pression, on surveille et tout est prêt pour éventuellement se relancer une campagne de frappe si le président des États-Unis en donnait l'ordre. Oui, c'est d'ailleurs ce que disait Donald Trump hier sur Fox. Je négocie, eux aussi négocient, ce sont d'excellents négociateurs. Ils sont rusés, mais au final c'est nous qui avons toutes les cartes en main, car nous les avons vaincus militairement. C'est ça. Donald Trump qui, comme à son habitude, avant de dire une petite vacherie, encense la personne à propos de laquelle il parle. Il dit des Iraniens qu'ils sont rusés et qu'ils négocient très bien. Mais c'est quand même moi, Donald Trump, qui conserve toutes les cartes en main. Vous êtes en direct avec nous des États-Unis, justement, de New York, Isaac Barchicha. Bonsoir, merci d'être avec nous. Isaac Barchicha, vous êtes vice-président des Republican Overseas France, mais il se trouve que là, vous êtes présentement aux États-Unis, justement. Les propos de Donald Trump pour vous est un homme qui normalement décide vite. Alors expliquez-nous pourquoi il ne décide pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il était dans la Situation Room, il en est ressorti. C'est lui-même qui nous a dit qu'il s'agissait d'une décision finale, qu'il allait nous la communiquer. Serait-il en train d'hésiter? Alors, ce qui se passe quand même en ce moment, c'est que on a du Trump dans ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire que Trump, réellement, c'est pas quelqu'un qui cherche à faire la guerre, malgré cette opération qui dure maintenant depuis 3 mois, et il ne souhaite pas continuer une opération militaire. Je pense que la première phase n'a pas été tout à fait concluante comme les militaires l'espéraient ou les conseillers l'espéraient ou pas, et qu'aujourd'hui, les négociations, ce qui est censé être l'une de ses forces, et ce qu'il essaye de faire pour obtenir un accord qui soit solide, sérieux, et qui arrive enfin à ses objectifs, le déblocage d'Ormuz, certes, mais surtout récupérer le nucléaire. Et que pour l'instant, ce qui se passe, et ce qu'on constate, c'est que, d'ailleurs son conseiller au Trésor l'a dit tout à l'heure, c'est que les conseillers ou la direction de ce pays au premier niveau a été éliminée dès le 28 février. On s'est retrouvé après avec des éliminations ciblées entre le 28 février et le 8 avril. C'est ce que moi j'ai appelé le deuxième étage de dirigeants, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec une troisième couche de dirigeants qui sont entre certains qui appartenaient à l'ancien ayatollah, d'autres les régimes, les gardiens de la révolution. Et donc aujourd'hui, et c'est ce qu'ils disaient dès le début, ils n'arrivent pas réellement à se coordonner déjà entre eux et envoyer le bon message. Et tantôt on a un message assez critique par rapport aux propositions que les Américains font aux Iraniens, tantôt c'est pas clair. Isaac, donc aujourd'hui, Isaac, si je puis me permettre,
sur vous défendez bien votre héros, bien évidemment. Mais enfin, si vous nous dites que Donald Trump n'arrive pas à trouver, à décider quoi faire, quelle action évidemment choisir parmi le panel qu'on lui propose, y compris ces militaires, c'est uniquement parce que les Iraniens ne sont pas extrêmement joignables, puisque le guide suprême est en train il est difficile à joindre parce qu'il y a il faut lui apporter des petits papiers à l'ancienne, je dois dire, à dos d'âne, passer par-ci par-là, effectivement, parce qu'il ne veut pas être qu'on sache où il se trouve. Non, là j'ai un petit peu de mal à vous croire. Non, ce qui pose une question, c'est assez simple, c'est que Donald Trump, vous l'avez dit tout à l'heure un peu plus tôt, Anne, c'est que il joue sur les deux côtés. C'est-à-dire d'un côté on négocie, d'un côté on réarme, on se réapprovisionne et on se prépare à toutes les options militaires qui sont sur la table. Bien évidemment, c'est pas l'option qui est privilégiée ici, parce qu'on ne connaît pas après l'embrasement possible de ce deuxième round qui apportera à la région. D'accord ? Mais il est évident qu'aujourd'hui, Donald Trump ne veut pas crier victoire totale, même s'il crie des petites victoires, tant qu'il n'a pas en face de lui des gens concrets avec qui il peut avoir un accord sérieux et durable. Je rappelle que l'accord de JCPOA en 2015 promettait un certain nombre de choses que Donald Trump avait déjà lui-même évaluées, pas suffisant. Donc il ne va pas répéter ce qui avait déjà été fait en 2015 pour lequel il l'avait décrié en 2018 et pour ne pas avoir la certitude que, une bonne fois pour toutes, les potentiels nucléaires soient distribués ou envoyés. Peut-être le Kazakhstan s'est proposé un peu plus tôt dans la journée à récupérer ce nucléaire, mais en tout cas que ce problème-là soit réglé une bonne fois pour toutes. Isaac, vous restez avec nous, bien sûr. Vous voulez réagir, Sylvie ? Oui, le Kazakhstan, ils ont une des plus grandes mines d'uranium au monde. Donc ils sont compétents dans ce domaine, mais c'est pas là-dessus que je voulais réagir. Je crois que Donald Trump procrastine de toute évidence. Son problème, c'est qu'il est trop impatient et que donc il y a une semaine... Il est impatient dans sa communication. Non, dans sa communication. Donc il nous avait annoncé qu'il y avait un accord qui était presque conclu. En fait, c'était largement négocié. Ça veut dire qu'il devait encore être finalisé. Il a été trop vite en disant largement négocié. Les négociations, ça prend du temps. Et en général, on attend que ce soit fini pour les annoncer. Comme lui, il a annoncé, maintenant, il est dans une situation un petit peu délicate. Et puis, d'après tout ce que j'ai compris sur ces négociations, c'est une négociation qui serait autour d'un cessez-le-feu de 60 jours, une négociation autour de la réouverture d'Ormuz, c'est-à-dire que les Iraniens arrêteraient d'empêcher les navires de passer et que le blocus américain serait levé, et que ce sera ensuite, pendant les 60 jours de cessez-le-feu, que les négociations sur le nucléaire iranien vont vraiment commencer. Donc, on ne peut pas, ça n'a pas de sens de dire que Trump attend un résultat sur le nucléaire, puisque là, ce qui c'est en jeu, c'est le début des négociations sur le nucléaire. Donc, il faudrait peut-être aussi regarder ce que Donald Trump lui-même dit sur ce qui est en train de se passer. Je pense que je peux vous apporter un élément de réponse parce qu'effectivement, vous avez raison. Comme il est clair que le nucléaire ne va pas être évoqué lors de cette première étape et que les Iraniens exigent que ce le soit dans une seconde, une fois que la confiance sera rétablie et qu'ils auront avancé dans cet accord cadre, sauf que les Iraniens ne veulent pas parce que ce qui manque sur le texte, petit texte d'une feuille A4, si l'on en croit ce qui a été dit outre-Atlantique, c'est qu'ils veulent de l'argent. Oui. Et les Iraniens l'exigent, et c'est parce que Donald Trump hésite à leur donner, parce que vous souvenez-vous qu'il avait même critiqué Obama pour avoir envoyé des valises de cash au moment du JCPOA. Donc c'est ça le problème, en plus du fait qu'il n'a pas réglé l'uranium. Justement, résistance interne chez les républicains. Juste avant de rentrer dans la Situation Room, voici ce qu'a tweeté Donald Trump. Aucun échange d'argent n'aura lieu jusqu'à nouvel ordre, aucune somme d'argent. Et ça fait écho à ce que vous disiez, Sophie Amara, c'est-à-dire ces avoirs gelés iraniens à l'étranger et dont les Iraniens voudraient, Pierre Berthelot, les récupérer, ne serait-ce que une partie de cette somme pour pouvoir commencer dans les négociations. Mais pour le moment, les Américains disent non. Oui, ils disent non parce que s'ils le reconnaissent, ils peuvent le faire.
mais discrètement. Mais s'ils le reconnaissent, c'est encore une fois une forme de victoire ou d'avantage dans la négociation pour les Iraniens. Là, ça devient très compliqué. Donc, il faut négocier, mais sans montrer que l'un ou l'autre a l'aval. Tout à fait. Oui. Donc, on peut discrètement, effectivement, donner cet argent, mais ce que veut pas Trump, c'est que ça se sache d'une certaine manière, parce que il apparaîtrait pour la suite de la négociation qui va être longue en position de faiblesse. Pierre Berthelot, si les Américains acceptent de débloquer une partie de cet argent, ça se saura. Ça dépend. Ça peut passer par des canaux discrets. Peut-être la visite en Chine était liée peut-être à cette question, on ne sait pas. Et tout à l'heure, vous avez souligné effectivement qu'on a cité la Chine. Effectivement dans la négociation. Tout à fait. Donc il y a des choses qui se passent parce que les Chinois aussi, ils ont intérêt à ce que ça dure pas trop longtemps parce qu'ils ils subissent aussi les impacts économiques, moins peut-être que le consommateur américain à la pompe à essence. Voilà. Et par contre les Iraniens, le problème c'est que le nucléaire c'est le plus important, mais ils font traîner parce qu'à mon sens ils veulent la défaite de Trump au midterm. Si Trump, d'ici là, n'a rien sur le nucléaire, alors certes, il pourra obtenir quelque chose provisoirement sur Hormuz, on pourra s'arranger avec les Iraniens, mais s'il n'a rien sur le nucléaire de tangible, de palpable, ça va lui être reproché quand même par les électeurs. Donc il y a aussi une stratégie iranienne. Voilà, on va voir ce que ça donne. Isaac Barchicha, vous êtes encore avec nous. Est-ce que pour vous, il est important pour le président américain Donald Trump que ces histoires d'échange d'argent justement restent dissimulées, c'est-à-dire de continuer à prétendre qu'il n'y aura aucune levée, même partielle, des sanctions américaines et surtout que les Iraniens ne vont pas récupérer cet argent qui est bloqué à l'étranger? Alors, d'abord, il faut savoir que ces échanges d'argent sont un peu monnaie courante dans les démocraties. La France l'a pratiqué, les États-Unis l'ont pratiqué, surtout avec des pays du Moyen-Orient. Il y a toujours eu, on va dire, soit des valises, soit des accords financiers qui étaient couverts ou pas couverts, mais ce sont des pratiques qui ont déjà été faites par le passé. Non, ce que ça veut surtout dire aujourd'hui, c'est que les Iraniens et le régime, ou ce qu'il en reste, est à l'agonie financièrement. Ils sont asphyxiés, ils voient que leur économie, avec une inflation galopante, a besoin de cash important. Ils estiment aussi que des réparations sont nécessaires suite à cette opération. Donc, ils mettent ça aussi sur la table des négociations, pensant que ça va peut-être effectivement amadouer Trump, qui, lui, pour lui faire un chèque, ça ne le dérangerait pas en soi, mais il veut encore une fois s'assurer que les conditions et les exigences qu'il a posées sur la table soient respectées. Donc, pour l'instant, l'argent n'est pas un problème, mais n'est pas aussi donné si facilement. Mais ça pourrait l'être demain, si tant est que derrière, encore une fois, le nucléaire soit discuté ou du moins neutralisé, et que Hormuz, qui fait tant de mal pour beaucoup d'autres pays et un peu moins pour les États-Unis, soit enfin réglé ou débloqué sans péage et sans taxe. Ce matin, Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre américain, était à Singapour sur le USS Boxer, face aux troupes américaines, à des hommes militaires américains, et il était particulièrement en verve, vous allez l'entendre, puisqu'il a fait des pompes avec eux. Bon, ça, il le fait constamment. Il a couru avec eux, il a fait des pompes avec eux, mais surtout, il s'est adressé à eux en faisant référence à ce qu'avait dit hier le président Donald Trump en parlant de l'homme qui était à sa gauche, c'est-à-dire Pete Hegseth lui-même, qui ne l'a pas oublié, par rapport à cette guerre. Right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do. Bon, Michel Goya, Pete Hegseth, particulièrement fier de raconter cette anecdote face à ces hommes. D'ailleurs, il se souvenait plus très bien, comme nous d'ailleurs, quand est-ce que Donald Trump avait dit ça, puisque Donald Trump dit tellement de choses, mais il se souvenait en revanche que Donald Trump avait parlé de lui et avait dit que c'était grâce à lui, Pete Hegseth, que tout ça serait fait, tout ça se terminerait bien et de façon efficace si on faisait appel aux militaires. Et Pete Hegseth l'utilise dans sa communication face aux militaires. Et alors deux choses. D'abord,
d'abord, Donald Trump, dans un discours, je ne sais plus où c'était exactement, c'était dans le Kentucky, enfin un discours électoral, avait parlé un peu du processus, de la manière dont tout ça avait été décidé. C'est là où il avait dit, voilà, j'ai dit aux militaires, faut pas que ça fasse guerre, etc. Débrouillez-vous en gros avec ce que vous avez, juste un petit peu, faire une opération. Ils avaient discuté, puis il avait dit, voilà, puis j'ai demandé à Pete, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et Pete Hegseth avait dit, ok, il faut y aller, chef, c'est super. Ok, et donc Trump avait dit, voilà, à partir de là, j'y suis allé. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que le boxeur est à Singapour. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que j'allais vous dire, il n'est plus sur zone. Exactement. Voilà. Ça veut dire il était au Moyen-Orient. Ça veut dire qu'on a fait une croix complète sur l'idée de faire des opérations amphibies sur. Donc il était venu se montrer uniquement pour se montrer, pour être potentiellement utilisable. Mais le fait qu'on le retrouve là, à Singapour, effectivement, il est loin. Il est très loin. Il a fait demi-tour, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'était pas loin du Sri Lanka. Ensuite, il a commencé il est intervenu dans la région de Sri Lanka. C'était à partir de ce porte-hélicoptère qu'il y avait un certain nombre d'interpellations de navires. Et puis ensuite, il est allé, s'était approché de la côte iranienne, du côté du Pakistan. Donc, il avait participé au blocus. Et là, maintenant, effectivement, la grosse surprise, c'est qu'il se retrouve maintenant à Singapour. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on a réduit en réalité les moyens. On dit, on renforce. Non. En fait, là, on a réduit les moyens qui sont sur zone. Et surtout, on a réduit certaines capacités. Donc là, maintenant, il faut oublier l'assaut sur le détroit d'Ormuz, par exemple. Au passage, voilà, c'est un message qui est envoyé aux Iraniens en disant, voilà, finalement, on a renvoyé nos Marines, voilà, vous ne craignez rien, vous ne serez pas attaqués sur le détroit, quoi. Isaac Barchicha, vous êtes encore avec nous. Alors, hormis le fait que Pete Hegseth a dit ça sur le USS Boxer qui n'est plus sur zone, qu'est-ce que vous pensez de la communication, justement, du ministre de la Guerre américain qui n'en rate pas une, je veux dire. Est-ce qu'il exagère pas un peu? Son t-shirt veut tout dire. Hein. Si vous avez vu, c'est écrit sur son t-shirt « This is war ». Donc c'est la guerre. Donc il s'affiche, il vient, il s'entraîne avec les copains. T-shirt kaki, Isaac Barchicha. Oui, mais donc ça veut dire que clairement, pour lui, il est à fond pour des opérations militaires très dures et agressives, on le sait depuis le début. Il vient surtout aussi renforcer et encourager les troupes. Parce qu'effectivement, être dans une région où il ne se passe pas grand-chose, où l'assaut n'a pas été donné depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est difficile après de maintenir les troupes engagées. Sans doute qu'il y a une raison technique ou tactique pour avoir renvoyé ce bateau plutôt vers les côtes de Singapour, mais surtout venir et envoyer un message aussi fort directement en tant que ministre de la guerre. Ce n'est plus un ministre des armées, ministre de la guerre. Ça veut dire aussi que derrière, on est là pour renforcer la motivation des troupes. Oui, merci Isaac Barchicha, on vous retrouve dans quelques instants. Donc effectivement, il y a un constant rappel de la part de tous ceux qui sont dans le gouvernement du niveau de préparation de l'armée américaine, Michel. Oui, à part qu'on ne veut pas les engager. On veut pas aller? Non, mais il n'y a rien de contraste entre toutes les vidéos. Regardez, nos mecs sont super, c'est les meilleurs du monde. On va tout casser, ils peuvent tout. Et puis on a une trouille bleue de les engager aussi. Non, mais vous pensez que c'est une question de peur? Ah bah oui. Purement une question de trouille. Oui, c'est de trouille politique. De trouille politique. Non, mais il y a également la peur de perdre des hommes. Ah ben c'est ça. En fait, il y avait ça. C'est la même chose. Perdre des hommes, c'est un problème politique. Oui, et c'est d'ailleurs un peu, pratiquement le problème majeur de cette guerre. C'est-à-dire que si vous engagez pas des troupes terrestres, si au moins vous les déployez pas pour menacer de le faire, vous avez beaucoup moins d'efficacité, quoi. Ça, c'est tout à fait clair. Voilà, au passage, Pete Hegseth est tout le temps dans le message. Voilà, maintenant. Attention, vous êtes les soldats américains étaient en train de devenir des lavettes, que c'était voilà, grâce à moi, voilà, maintenant c'est fini, les woke, les transgenres, tout ça c'est fini. Maintenant on va retrouver de la patate, etc. De la méchanceté, on va devenir agressif. Bon, c'est du gros bullshit. En réalité, les Américains, les soldats américains, ils n'ont pas changé, ils sont toujours aussi courageux. Il y a aucun doute avec ça. Mais ceux qui ne sont pas courageux, c'est leur chef. C'est Donald Trump. Donc c'est du point de vue politique. Oui, c'est politique, bien sûr. Politique. Et c'est une énorme faiblesse. Dans toute cette guerre, cette guerre du point de vue américain face au monde, c'est globalement plutôt
plutôt une démonstration de faiblesse de la part des Américains. Ils n'osent pas utiliser leurs troupes, ils n'osent pas prendre des risques humains, donc très peu. Et puis on a vu que ils ont quand même quelques problèmes de munitions, des problèmes techniques, etc. Donc globalement, c'est pas une bonne affaire, quoi. Venons-en à la partie iranienne, justement. Donald Trump n'a pas oblitéré, puisque c'est le verbe qu'il avait lui-même choisi, qui est quand même un verbe particulièrement puissant, n'a pas oblitéré le nucléaire iranien, il l'a seulement enterré plus profond. Voici nouvelles images satellites qui viennent de Airbus, qui montrent, suite à une enquête de CNN, de nos confrères de CNN, que l'Iran est d'ailleurs en train de récupérer complètement l'accès à ces vastes quantités de missiles qui sont stockés sous la terre, et tout simplement parce que les bombardements américano-israéliens en avaient tout simplement détruit les accès, bloquer les accès. Or, ces accès, Xavier Titelman en voit bien que là, maintenant, avec les bulldozers et autres camions bennes, ils sont en train d'être dégagés. Alors, je me souviens que Donald Trump nous avait dit que les Iraniens ne possédaient pas de bulldozers capables de camions de chantier capables de déblayer. Donc, franchement... Voilà la preuve du contraire. Mais alors, d'une manière générale, il faut se souvenir que l'Iran disposera encore de 3000 missiles balistiques qui ont été cachés, qui sont dans des entrepôts, qui sont dans des bunkers et qui sont sous des montagnes. Donc, à défaut d'être capable d'aller sur place, faute de troupes au sol, et tant mieux à mon avis, parce que ça n'a pas été un franc succès, les Américains ne pouvant pas taper... Ah bon, vous dites ça, vous ? Pour aller à 250 km des côtes, faire une opération au sol, éclater les portes sans avoir de blindés, d'artillerie, etc., c'est pas faisable. C'est pas des opérations commando qui permettraient de prendre d'assaut ce type d'infrastructure. Ce serait vraiment un échec, à mon avis. Malgré la puissance américaine, il y a quand même... Donc pour vous, Trump fait bien de ne pas le faire ? Alors, il y a d'autres choses qui sont faisables, mais aller prendre d'assaut ce type de bunker, c'est voué à l'échec, militairement. Donc, l'autre option, c'est d'essayer de le bombarder, sauf que quand vous êtes dans des montagnes à 100 mètres de profondeur, il y a un moment, ça passe pas. Et donc, la troisième option, c'est de casser les accès, détruire les portes, détruire les ponts qui peuvent mener sur les différentes sorties pour desquelles les Iraniens sortent, tirent et vont retourner cacher leurs missiles. Sauf que là, effectivement, quand vous avez un cessez-le-feu qui dure depuis des semaines et des semaines, ça permet de faire autre chose. Ça veut dire que le jour où les opérations reprennent, si par malheur la guerre reprend, qu'il y a de nouveau des bombardements, les bombardements seront dans les deux sens. Et il y aura de nouveau cette saturation de missiles iraniens contre lesquels les Américains ont aujourd'hui consommé plus de la moitié de leur stock de munitions. Et donc ils auront, à mon avis, un avantage aux Iraniens cette fois-ci. Oui, Pierre Berthelot, même Pete Hegseth, qu'on vient de voir avec son t-shirt This is War, avait lui-même reconnu que les Iraniens étaient en train de tout réparer. 69 tunnels ont été analysés par CNN, 18 bases de missiles, et c'est sur tout ce que je viens de mentionner, 50 points d'accès seraient aujourd'hui réouverts par les Iraniens. Oui, parce que tout le problème, on l'a déjà dit à maintes reprises, c'est que l'Iran, c'est 3 fois la France, 1 650 000 km². Donc sur un territoire aussi immense, effectivement, avec toute cette dissémination, c'est extrêmement compliqué de neutraliser l'entièreté. Voilà, il y en a des dizaines, et puis ça date de la guerre Iran-Irak. Déjà, ils avaient commencé. Donc et en plus, quand on voit les frappes, d'ailleurs, on voit qu'ils avaient frappé plutôt dans la partie ouest de l'Iran. En gros, jusqu'à à peu près Téhéran. Donc ils n'ont même pas frappé dans le c'est-à-dire toute la partie orientale. Voilà, exactement. A été en tout cas beaucoup moins touchée. Et donc là aussi, il y a une grosse partie. Donc c'est mission impossible d'une certaine manière. Et ça, les Iraniens le savent. Et c'est pour ça que dans la négociation, ils se sentent forts, à tort ou à raison, parce que ils savent qu'ils ont cet avantage stratégique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de reprendre des coups. Parce que ils ont cette... Mais attendez, Pierre Berthelot, ça fait beaucoup d'avantages stratégiques, parce qu'on vient de dire que Hormuz, c'était l'arme ultime de dissuasion maintenant à la place du nucléaire, et il y a ce que vous venez de nous dire. Oui, et ils n'ont pas tout utilisé, puisqu'on a parlé des Houthis, ils n'ont même pas utilisé la carte Houthi. Voilà, ils ont menacé... Il leur reste ça dans leur manche. En plus, voilà, ça veut dire que, de leur point de vue, au bout de 40 jours, ils se sentaient pas à bout, quoi. Ils se disent, on en a encore sous le pied. S'il faut, on va effectivement aller plus loin. Donc c'est extrêmement compliqué. Et surtout, finalement, plus cette guerre avance, chaque jour qui passe, c'est un avantage pour les Iraniens. D'où le dilemme de Trump. Oui. C'est-à-dire qu'il sait que s'il va à la négo,
il est dans une relative vulnérabilité, donc il faudra qu'il habille cette négo de manière positive. Oui, déjà ça, il n'y arrive pas. Voilà, et dans le même temps, plus il avance, chaque jour qui passe, c'est mauvais. Pourquoi ? Parce qu'au point de vue économique, on n'a encore rien vu. Parce que même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, Hormuz réouvre, on va avoir les impacts économiques qui vont commencer à arriver. Et plus ça continue, plus l'impact économique va se refaire sentir, notamment à partir de juillet-août. Et ça, les Iraniens, ils le savent. Alors, eux aussi, il y a l'impact. C'est pour ça que je suis d'accord avec Isaac tout à l'heure. Ils veulent du cash tout de suite. Oui. Mais ils font ce calcul, peut-être à tort, que nous, on a cette capacité d'encaisser, pas seulement militairement, mais économiquement, à court terme, plus que l'électeur américain qui peut pas accepter que le prix du gallon soit à $5 à la pompe. Oui, Michel. Oui, donc juste une question pour vous, Pierre. On a parlé du problème iranien de stockage, de l'étranglement possible assez à court terme par l'incapacité à stocker suffisamment le pétrole et l'obligation en retour de fermer des puits. Est-ce que c'est valable ? Vous êtes dubitatif ? Je suis très réservé parce que je l'ai entendu ça plein de fois. Notamment, c'était il y a un mois, je me rappelle très bien. On a dit dans 2 semaines, ils sont foutus. Oui, on voit bien que c'est pas le cas. Voilà, donc on est fin mai. Non, parce que le problème, c'est que, pour les Iraniens, l'avantage, c'est que ce pétrole, ils continuent à le pomper, mais ils en font un autre usage que la simple exportation. Notamment, ils ont une industrie pétrochimique. Donc ça, ils utilisent le pétrole qu'ils peuvent pas exporter à d'autres fins. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on dit oui, le pétrole, mais ça fait depuis très longtemps que l'économie iranienne, c'est en partie, beaucoup moins dépendante du pétrole. Diversifiée. Voilà, diversifiée, parce qu'ils savent qu'ils ont en permanence cette épée de Damoclès. Et déjà, quand il y avait eu Trump qui avait annulé l'accord JCPOA, retour des sanctions, ça avait ébranlé le régime en 2019. Il y avait eu des manifs très importantes en 2019. Et à l'époque, il y avait quasiment 0 qui sortait d'Iran. Donc beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et malgré ça, le régime iranien a tenu. Donc, pour répondre à votre question, je suis très sceptique sur cette hypothèse que effectivement l'Iran ne pourra plus devrait le stocker et serait très édifiant ce que vous dites, mais revenons au nucléaire, puisque le suspense ce soir que fait durer Donald Trump, je ne sais pas s'il le fait sciemment ou si c'est parce qu'il ne sait plus quoi dire, eh bien c'est le suspense sur le texte exact, non pas de l'accord entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique, mais le préaccord. Ce préaccord qui sans doute d'ailleurs ne contient rien sur le nucléaire, rien de précis sur le nucléaire, parce que le nucléaire sera discuté justement dans 60 jours. Mais l'Iran aurait, selon certains médias, pris des engagements verbaux, Sophia Mara, des engagements verbaux qui concernent justement son programme nucléaire et ses matières nucléaires. Et ça serait peut-être suffisant pour que soit enfin signé ce préaccord. Oui. Alors, c'est des engagements verbaux dont on n'a pas pu complètement les vérifier, mais ce qui semble acquis, c'est que dans le texte, peut-être que le mot nucléaire sera prononcé, ce qui est déjà un premier pas, mais pour dire qu'il sera discuté dans la deuxième phase. Et là, ils ne sont pas d'accord sur 2 choses. C'est, pour les Américains, ils veulent qu'il n'y ait plus du tout d'enrichissement. Oui. Les Iraniens exigeraient encore du 3,75 à peu près pour de l'enrichissement à des buts, à des fins civiles. Et le deuxième point d'achoppement, c'est la quantité des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, sur lesquels il y a problème, parce que l'Iran aurait accepté apparemment, et c'est peut-être ça la solution, que ce soit les Chinois qui le détruisent. Parler de cela, c'est-à-dire la destination de cet uranium hautement enrichi. Avec un engagement que les Chinois ne le donnent pas aux Américains. Écoutons d'abord ce qu'a dit J.D. Vance, le vice-président américain, justement sur ce thème. Nous poursuivons les discussions sur certaines formulations. Je pense néanmoins que nous avons fait beaucoup de progrès. Il est clair que les Iraniens souhaitent un accord et la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous partageons ce souhait. Il subsiste quelques points de désaccord concernant le nucléaire, notamment le stock d'uranium hautement enrichi et la question de l'enrichissement. Nous poursuivons donc les négociations. Nous pensons qu'ils négocient, du moins jusqu'à présent, de bonne foi, et nous progressons.
Oui, Sylvie, donc on voit bien qu'il reste toujours les deux mêmes problèmes, c'est-à-dire Hormuz et le nucléaire. Bon, le plus important étant le nucléaire, puisque c'est celui dont on ne veut même pas parler tout de suite, on veut en parler dans un accord prochain. Pour le moment, on n'arrive pas à s'entendre sur le pré-accord qui est sur Hormuz, mais ensuite il y a l'accord sur le nucléaire. Alors sur le nucléaire, concernant la destination de cet uranium enrichi, l'Iran, sans doute, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, puisque vous êtes spécialiste de la Chine, vous avez été ambassadeur de France en Chine, l'Iran ne serait pas contre transférer ces 440 kilos et quelques d'uranium hautement enrichi vers la Chine, à la condition qu'elle obtienne la garantie que ça ne soit pas remis par la Chine aux États-Unis. Oui, tout à fait. Ce qui est totalement inacceptable pour Téhéran, c'est effectivement que ce soit les Américains qui récupèrent cet uranium. Les Chinois, ils sont membres des BRICS, comme les Chinois ont fait rentrer l'Iran en 2023 ou 2024. Oui. Je ne me souviens plus. Donc il y a une forme de solidarité et ça ne serait pas humiliant pour l'Iran de le transférer en Chine. Mais encore une fois, je pense qu'il doit être dilué avant d'être transféré éventuellement en Chine. Oui, mais quelle garantie que ça ne soit pas remis aux États-Unis ? Les Chinois respecteront leur parole. Donc les Iraniens ne devraient pas craindre cela. Mais est-ce que, Samantha, en 2015, je vais vous poser la question, mais en 2015, c'était vers la Russie que ça avait été transféré. Oui. Non. Non, alors dites-nous, Pierre Bredelot. Pour Bouchir. Oui. Moi, il me semble qu'en 2015, ça avait été transféré, accepté que ça soit transféré vers la Russie. Oui, ils avaient accepté, mais l'acceptation. Maintenant, et ça n'avait pas été fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais par contre, je voulais dire un mot sur la Russie, parce qu'on nous dit souvent, l'Iran et la Russie sont très proches. Oui et non, en fait. Il y a des divergences. Déjà, la Russie a des liens quand même assez forts avec Israël, faut pas l'oublier. Donc ça, pour les Iraniens, c'est moyen. On avait vu, vous connaissez très bien le sujet sur la Syrie, que officiellement ils étaient soutiens de la Syrie, mais finalement ils acceptaient que les Israéliens bombardent les passes d'Aran, voilà, pas le régime les syrien. Voilà, iraniennes il y a une ambiguïté Syrie, quasi et puis quotidiennement. Voilà, d'ailleurs. Et puis on m'a toujours dit aussi qu'ils accepteraient pas de continuer à travailler les Russes avec les Iraniens sur Boucher si les Iraniens se dotaient de l'arme nucléaire. Alors, il y a quand même des choses. Et on se rappelle que les systèmes de défense antimissiles n'avaient pas été livrés par les Russes. Voilà. Donc, les Russes, oui, c'est un partenaire important, mais la confiance, quand même, je pense, elle n'est pas si forte que ça. Donc, c'est pour ça que la Chine, effectivement, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et on sait en plus que les Iraniens dépendent totalement des Chinois, quasiment pour l'économie. Si le régime s'est pas effondré ces dernières années, c'est parce qu'il a été soutenu à bout de bras par la Chine. La Russie, de manière très marginale. Samantha. Mais l'option kazakh est quand même en train d'être étudiée. Donc, en un mot, le Kazakhstan est également sur les rangs pour recevoir cet uranium enrichi. C'est cela, c'est-à-dire tout le monde se précipite maintenant. Qui était un pays qui avait de l'arme nucléaire, duquel... Oui, bien sûr, du temps de l'URSS. Duquel de l'uranium enrichi a été enlevé avec l'aide des Américains et avec bien sûr la coopération du gouvernement kazakh. Et aujourd'hui, il y a la voie kazakh. À l'époque où les Ukrainiens également avaient, et ils s'en mordent les doigts aujourd'hui d'avoir transféré, accepté de transférer cet uranium. La voie kazakh, des rumeurs qui sortent de Washington, ça a été même rapporté dans Politico, Axo, je me rappelle plus lequel, serait que les États-Unis seraient beaucoup plus ouverts à l'option kazakh qu'à l'option chinoise. Et il faut savoir qu'il y a 2 jours, Raphaël Grossi était au Kazakhstan. On ne sait pas de quoi il parlait, mais en tout cas, c'est en même temps que Raphaël Grossi est au Kazakhstan que cette option kazakh a commencé, cette idée d'option kazakh a commencé à sortir de Washington. Donc, voilà, beaucoup de cartes sont sur la table, peut-être pas en main, mais en tout cas sur la table. Et je me réfère donc au tweet de Trump, son dernier tweet dans lequel il dit que le détroit d'Ormuz doit être ouvert. Il a aussi mentionné la Chine comme étant un des seuls pays avec les États-Unis à être techniquement capable d'aller chercher l'uranium enrichi qui serait sous les décombres. Donc, on sent qu'il y a un bouger qui est en train d'avoir lieu. Et on se demande à quoi réfléchit Trump aujourd'hui. À quoi réfléchit Trump ? En tout cas, Trump, j'ai une petite semblant de réponse, Samantha, en tout cas c'était hier sur Fox News. Étonnamment, Donald Trump a parlé de 2 choses. D'abord, des erreurs américaines, vous allez voir dans quel domaine, c'était à propos de la guerre en Irak. Mais surtout, il a parlé de pourquoi l'armée iranienne était épargnée aujourd'hui par les Américains.
Leur armée, on l'a en quelque sorte laissée tranquille parce qu'on pense qu'elle est plutôt modérée. Il y a d'autres gens qui ne le sont pas, on les a éliminés. On a éliminé différents dirigeants. On a laissé leur armée tranquille. Les gens seraient surpris d'entendre ça parce qu'on a commis des erreurs dans des guerres où on a tout anéanti et où l'on se retrouve avec un pays pendant 40 ans. On ne peut jamais reconstruire. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Nous avons vraiment tout raté. Ce que nous avons fait était tellement stupide. Oui, oui, Sylvie. Oui, sur l'Irak, il n'a cessé de dire que ça avait été une guerre effectivement stupide, ratée, et que les Américains, à ce moment-là, avaient décidé de totalement détruire l'État irakien, l'armée, la police, tous les bassistes. Et effectivement, dit non, nous, on ne fait pas ça. Ceci dit, vrai qu'il y a une rumeur sur l'Iran, ça reste à vérifier. On pensait à un moment où certains pensaient que l'armée aurait pu être du côté des opposants. Finalement, jusqu'à présent, l'armée n'a pas bougé. Mais il y a cette idée, effectivement, que l'armée est beaucoup plus modérée que les Pasdaran ou les Basij, voire les Mollahs pour ce qu'il en reste. Oui. Isaac Barchicha, vous êtes vice-président des Républicains Overseas en France. Vous êtes actuellement à New York. Vous êtes en ligne avec nous. Trump, et donc, effectivement, admet qu'il y a eu des erreurs en Irak, dans cette guerre en Irak. Donc, effectivement, que l'armée irakienne avait été trop mise de côté. Là, du coup, il ne veut pas mettre de côté l'armée iranienne, mais dans les deux cas, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Oui. Alors, d'abord, ce qui est intéressant de voir ce qu'a dit Trump, puisqu'on l'a souvent critiqué sur un homme qui va trop vite, qui réfléchit pas assez et qui reconnaît pas des erreurs. Alors, il est quand même le président des États-Unis en fonction. Il a reconnu que la guerre en Irak n'a pas été une grande réussite, d'une certaine manière. Et c'est aussi pour ça que cette opération est peut-être un peu plus complexe, elle prend un peu plus de temps, puisqu'il ne veut pas répéter les mêmes erreurs qui ont conduit à cet échec en Irak. C'est pour ça que on n'a pas depuis là où on est en France, en Europe, une compréhension totale de pourquoi Trump fait un pas en avant, un pas en arrière. Maintenant, on l'entend, on le comprend un peu mieux, c'est que lui-même sait que l'Irak était un échec, et d'aller, même si parfois il l'a dit avec fracas, et de détruire ce pays-là sans prendre les forces vives locales, serait un échec total pour l'avenir de l'Iran. Donc ça, c'est déjà un point positif par rapport à ce qui a été dit et fait par le passé. Le deuxième point qui est aussi important, c'est qu'on constate quand même si l'accord ou l'accord cadre n'est pas encore tout à fait arrêté, les grandes lignes se dessinent et on comprend mieux que l'Iran maintenant est prête d'une certaine manière à livrer son arme nucléaire éventuellement à d'autres pays voisins. Alors, on ne connaît pas encore tous les détails, mais ce sont des échanges et des discussions qu'on n'a jamais eues par le passé et que cette promesse que le JCPOA aurait dû faire n'a pas été au rendez-vous. Et c'est ce que, aujourd'hui, encore une fois, Trump essaie de corriger, tout en essayant de trouver le chemin, ce qui n'est pas encore là. Mais on l'espère, mais en tout cas, les échos positifs que nous obtenons de la région et des pays voisins aussi, c'est que d'une certaine manière, le nucléaire doit sortir de l'Iran pour une bonne fois pour toutes, et ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans un cadre d'un accord cadre qui doit être déterminé? Mais en tout cas, on est sur le chemin, et c'est pour ça qu'il faut laisser peut-être un peu plus de temps à Trump. Mais on sait aussi que Trump n'a pas tout le luxe qu'il voudrait pour finir éventuellement cette intervention. Oui, alors malgré les frappes de cette semaine, puisqu'il y a eu quand même des escarmouches à 2 reprises cette semaine entre les Iraniens et les Américains, il règne comme un sentiment de triomphe parmi les représentants du régime de la République islamique d'Iran. Et il y a toujours, Sophia Amara, ces personnes, ce groupe qui produit ces vidéos Lego. Et là, il s'agit d'un rap, donc bien évidemment un rap à l'américaine qui finalement se gausse de ce que font les Américains, ou plutôt de ce qu'ils ne réussissent pas à faire. On écoute ce rap qui est bien sûr de la propagande iranienne. They tried it again. The sky keeps receipts. Ceasefire on paper, but the missiles still speak. Crossed us once, then you crossed us this week. IRGC warned you, stronger if repeated. Now another reaper falls and the lie got deleted. Iran doesn't rush, Iran reads the room. You came back twice, still begging for boom. We do not chase chaos, we measure the flame. Sacred defense answers when you violate the game. First strike came through, Bender Abbas heard it. MQ Reaper in the sky, then the signal went blind. F-35 felt heat and left the line behind. Then they try to get like we forgot.
Oui, Sophia. Oui, j'étais un peu sous le choc là. Oui, j'étais prise par le rap. C'est de la com et on peut apprécier. Chacun appréciera. Non, mais écoutez, la guerre, c'est également une guerre de communication. Bien sûr. Mais c'est important et je vous dirai ceci. Xavier, je vous vois hausser les épaules, mais les Ukrainiens font également de la communication. Les Russes en font, d'ailleurs pas aussi bien. Les Iraniens en font, tout le monde les Américains aussi. Tout le monde en fait. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que effectivement, vous savez que Donald Trump a eu tout à fait raison lorsqu'il a dit dans son interview qu'il voulait éviter l'erreur de l'Irak. Parce qu'en Irak, on a vidé l'armée de sa substance, n'est-ce pas ? Et on a créé Daesh. Et on a livré l'Irak à l'Iran. En plus, les Américains ont donné l'Irak à l'Iran, ils ont créé le nouveau schisme entre les sunnites et les chiites. Ça a été un chaos. Sauf que là où la vérité cesse de sortir de la bouche du président américain, et qu'il commence à mentir, ou en tout cas à ne pas comprendre ce qu'il dit, c'est que nous, en tout cas, on a fait mieux en Iran. Ce qu'il a fait en Iran, c'est peut-être pire encore que ce qu'il a fait en Irak. Parce qu'aujourd'hui, il leur a dit l'aide arrive, on l'attend toujours, ou elle est même déjà repartie, sans effet. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Ça, tout le monde a oublié qu'il a dit ça, sauf les Iraniens. Oui, tout à fait. Évidemment. Et le peuple en premier, parce qu'il a attendu longtemps, le peuple iranien. Et en vain, et que les autres se marrent, c'est-à-dire leurs bourreaux. Mais je finirai sur cette phrase pour dire que toutes les images qu'on a vues de com des Américains, en fait, plus ils en montrent, et moins ils font peur. Parce que, d'une part, quand on montre tant d'images, c'est qu'on roule des mécaniques, mais il n'y a rien derrière. Et comme le disait le colonel Goya, même le bateau qui aurait pu faire une attaque amphibie, il est parti. Voilà. Mercredi, la Maison Blanche a officiellement lancé un site internet présenté comme une plateforme de divulgation sur les phénomènes extraterrestres. Et ces phénomènes, je vous rappelle que Donald Trump et bon nombre des membres de son cabinet sont très intéressés par ces phénomènes extraterrestres. Ils en sont très friands. Mais en fait, regardez, là vous voyez, c'est cette plateforme des Walk Among Us, il marche parmi nous, donc qui utilise ce texte vert fluo qui est typique des films de science-fiction. En fait, si vous allez au bout de ce texte, vous vous rendez compte que son contenu est entièrement consacré à autre chose, complètement autre chose, qui est le contrôle de l'immigration irrégulière aux États-Unis. Alors, comment est-ce possible, Samantha ? Alors, c'est d'abord possible, juste avant de vous poser que vous répondiez, grâce à un jeu de mots, si je puis dire, sur le mot en anglais alien. Voilà, exactement. Ouais. Le terme alien, dans le droit, qui désigne un ressortissant étranger ou un immigré en situation irrégulière. Et évidemment, alien, ça veut dire, dans la culture populaire, ça désigne un extraterrestre. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Sting très connue, Je suis un alien à New York, qui s'était transformé en extraterrestre. C'est que c'était un Britannique à New York. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait le timing qui a été fait. C'est qu'il y a une semaine environ, le site du Pentagone a mis en ligne une deuxième série de vidéos sur ce qu'on peut appeler les ovnis. En tout cas, les objets volants non identifiés, qu'ils appellent aujourd'hui UAP, c'est objets, c'est à peu près la même chose, c'est aussi objets volants non identifiés, sans donner de contexte, sans essayer de dire que ce sont des extraterrestres, mais en répondant à une demande du public de déclassifier ces documents. Donc le fait que la Maison-Blanche, tout de suite après, mette cette annonce sur son site avec les aliens, ils marchent parmi nous, parce qu'il y a aussi toute une sorte de complotisme sur des aliens, donc des vrais extraterrestres qui seraient parmi nous déguisés en êtres humains. Peut-être qu'il y en a autour de ce plateau même. Et donc, c'est de la com, et ça appuie sur la bête noire de Trump, c'est l'immigration. Tous les problèmes aux États-Unis sont dus aux immigrés, et ils vont s'en débarrasser. Donc voilà, c'est de la com, mais c'est de la com très habile, parce que je pense c'est pas un hasard que ça vient tout de suite après ces nouvelles images qui ont été mises sur le site du Pentagone. Tout le monde peut aller les voir. Alors, mais ce qui est intéressant à la fin de ce site, donc
d'abord pour allécher tout le monde, paraît être un site sur les extraterrestres, c'est que vous avez un compteur, voilà, 3 129 686, vous voyez, ça passe à 687 sous nos yeux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du nombre d'arrestations par ICE, par justement cette police ICE, Sylvie Berman. Oui, mais c'est la police qui l'a utilisée depuis le début avec une grande une carte interactive finalement. Brutalité, absolument. Puis on voit qu'il en arrête toutes les secondes. En fait, c'est. Alors ça a choqué beaucoup. Il y a beaucoup d'associations, des citoyens qui sont choqués par cette page. Et même les passionnés d'OVNI sont très mécontents qu'on utilise leur sujet de prédilection, de passion, à des fins politiques. Oui, absolument. Mais ça reste sa priorité. Cela dit, on se demande pourquoi il en reste encore autant. Parce qu'il en a renvoyé dans des quantités considérables et normalement, il n'en laisse plus rentrer non plus. C'est-à-dire leur nombre augmente. Michel, ce qui montre, c'est que leur nombre augmente régulièrement, ce qui est a priori une preuve d'échec. Au passage. Effectivement. Enfin, c'est d'aussi bon goût que l'horloge qui se trouve à Téhéran pour dire combien il reste de jours à vivre pour les Émirats Arabes Unis ou Israël. C'est voilà, on appréciera ou pas, mais c'est un autre monde. D'ailleurs, il y a un pays qui ne fait pas de com. Pardon ? Il y a un pays qui ne fait pas toute cette com. Quel est ce pays ? C'est Israël, parce que pour eux c'est une guerre existentielle, donc ils la prennent très L'Arabie aussi. L'Arabie est très discrète aussi. Selon le Washington Post, Donald Trump presse, vous vous souvenez, vous savez très bien que dans quelques jours, c'est le 250e anniversaire de la création des États-Unis. Donc ça s'appelle le semi-quincentennial. Voilà. Quand on dit 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, voilà, un billet de $250, vous voyez. Non, vous ne rêvez pas, c'est un billet à l'effigie de Donald Trump. Bon, je vous rassure tout de suite, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore, mais l'administration Trump est en train de presser, de faire tout ce qu'elle peut pour obtenir de l'agence chargée d'imprimer les billets de banque aux États-Unis, de les sortir. Les prototypes ont été préparés, ce billet de $250. Les photos sont prêtes. Ça serait quand même une première, Samantha, pour un président vivant. Oui, et ce serait aussi un grand cadeau pour tous ceux qui veulent faire du blanchiment d'argent ou travailler au noir. On sait très bien, vous savez très bien en France, vous vous baladez avec un billet de 500 €, ce qui m'est pas arrivé je crois que ça m'est jamais arrivé malheureusement, mais d'après ceux à qui ça arrive, vous pouvez rien faire avec, vous pouvez rien payer, et certaines banques vont même pas vous le changer. Et donc ce billet de $250, on comprend pourquoi la Fed hésite, et c'est pas seulement parce qu'il y a le visage de Donald Trump dessus et toutes les questions autour du président vivant, c'est surtout avoir des gros billets comme ça, c'est un cadeau pour les blanchisseurs d'argent et pour toute l'économie de l'ombre. C'est Lieberman. Non, mais c'est aussi son legs, avoir effectivement des billets à son effigie, des monnaies aussi. Un jour également, il sera sur le Mont Rochemort. Tout ce qu'il fait, c'est effectivement question de legacy, comme ils disent aux États-Unis. Oui, Pierre Berthelot, mais en fait le Congrès, c'est pas si facile que ça. Il faut que le Congrès modifie le Federal Reserve Act pour qu'éventuellement ce billet existe. Oui, d'où effectivement les nominations qui ont été faites à la Fed. Mais moi, je voulais juste faire le lien avec l'Iran, parce que par rapport à cette fameuse négociation, le 250e anniversaire. Le 4 juillet, c'est aussi un moyen de pression pour les Iraniens, puisqu'on voit mal une reprise des frappes en plein 4 juillet, voilà, donc, ou même juste avant. Et ça, les Iraniens le savent. Donc, ils ont un calendrier qui leur est, à court terme, encore une fois, favorable. Entre la Coupe du Monde, entre son anniversaire, entre le 250e anniversaire. Donc là, ils savent que jusqu'au mois de juillet, la reprise des frappes, elle est quand même délicate. Et ça, ils en jouent beaucoup. Pour faire charger la barque et avoir ces exigences qu'on l'a vu qui sont toujours plus importantes, les 14 points. Et je voulais juste rajouter, j'ai parlé tout à l'heure de nouveautés stratégiques, il y a aussi la question du Liban. Et ça, avant, les Iraniens jamais n'exigeaient un arrêt total de la confrontation en intégrant le Liban. Ça restait à part. Mais ça, désormais, ils semblent vouloir intégrer la question libanaise
pour parvenir à un accord global. Donc c'est encore une épine dans le pied pour... Dans quelques minutes, nous serons en direction d'Israël et on pourra parler de ça. Mais restons un instant sur ce qui se passe aux États-Unis avec l'approche des festivités pour ce 250e anniversaire. Parce que Donald Trump sur ce billet, alors ça serait une double nouveauté. D'abord d'avoir un président vivant sur le billet. Deuxièmement, une coupure de $250, ça n'existait pas, ça serait une première. Donald Trump veut mettre sa tête sur les passeports, on a vu ça, Michel Goyard. Mais il est en revanche un domaine, nous venons de l'apprendre, dans lequel il n'a pas l'air de réussir du tout, puisque juridiquement ça n'est pas possible. Souvenez-vous ce qui s'était passé avec ce fameux Kennedy Center à Washington, que Trump voulait renommer en son nom. Il voulait littéralement que le Kennedy Center, porte sur son fronton le nom de Donald Trump. Mais un juge a ordonné au Kennedy Center aujourd'hui même de retirer le nom du président, statuant qu'il avait été ajouté de manière illégale, Sylvie Berman. Oui, ils sont effectivement... Et surtout, il y a des réactions. Oui. Vous allez voir la réaction de Donald Trump lui-même, qui finalement baisse les armes, puisqu'il vient d'annoncer qu'il va, je le cite, travailler avec le Congrès pour lui transférer le contrôle du Kennedy Center après avoir essayé un revers judiciaire. Donc au contraire, il résiste, Donald Trump, il ne veut pas laisser passer l'affaire. Oui, tout à fait. Ils sont effectivement dans leur rôle en l'interdisant, mais il ne peut jamais accepter une défaite, donc il revient constamment à la charge. Et effectivement, Kennedy est le président le plus emblématique de l'Amérique, et donc il veut être associé à ce président-là et à ce succès. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que énormément d'artistes de renom ont annulé des concerts, des performances, des pièces de théâtre pour protester contre le fait que le nom de Trump soit aussi sur le Kennedy Center. Kennedy qui représente des valeurs complètement différentes de celles de Donald Trump. Oui, et il y a eu des réactions du côté des démocrates en la personne de Bernie Sanders. Bernie Sanders, à propos du Kennedy Center, a déclaré ceci, je le cite: l'Amérique mérite un président, pas un narcissique en chef qui considère la fonction publique comme un véhicule pour son autopromotion et son enrichissement personnel. Donc là, il n'y va pas de main morte, Bernie Sanders. Oui, non, mais moi la question que je me pose, est-ce qu'on a vu dans une démocratie un tel culte de la personnalité ou un tel autoculte de la personnalité? J'ai pas de souvenir de... Non, ça choque, évidemment, ça choque dans les rangs opposés à Donald Trump, y compris dans quelques rangs des Républicains, mais il n'y a pas eu non plus de levée de bouclier gigantesque. On le laisse faire. Il prend tellement de place, Donald Trump. Ben oui, on le laisse faire. Je rappelle donc qu'il est en train de transformer la Maison Blanche avec sa salle de bal. Il a complètement détruit le Jardin des Roses qui avait été créé par Eleanor Roosevelt et ensuite amélioré par Jackie Kennedy. Et ça a été vu, ça a été critiqué dans la presse, mais bon, il y va comme un bulldozer en fait, et il fait ce qu'il veut. Il est en train de vouloir construire des monuments dans un style néoclassique. Malheureusement, ça rappelle certaines autres dérives dans d'autres pays, sur notre continent à une autre époque. Et ces statues en or qu'il fait construire à sa gloire, c'est quelqu'un qui veut laisser son empreinte physique sur les États-Unis en tout cas, il leur a laissé son empreinte dans l'histoire. Je crois qu'il n'a pas besoin de tout ça pour avoir laissé son empreinte dans l'histoire. Et malheureusement, ça donne beaucoup d'arguments à ceux qui l'accusent d'être narcissique et de vouloir imiter certaines figures historiques qui ne sont pas forcément celles auxquelles un démocrate voudrait être associé. Voilà. Visiblement, Donald Trump vous voyez, il est sorti de la Situation Room et il est tout de suite passé à autre chose. Mais il est visiblement très en colère par rapport à la décision d'un juge, donc une décision importante, une décision légale d'empêcher Donald Trump d'apposer son nom sur le fronton et sur tous les documents officiels de ce Kennedy Center. Ce Kennedy Center qui est donc une célèbre salle de spectacle de Washington,
Washington, qui est justement connu depuis très longtemps pour sa neutralité, pour son activité riche, diverse et variée. Eh bien, Donald Trump, je le cite, dit que confier au législateur la responsabilité de son activité, de sa maintenance et de sa gestion est une erreur. Donc il est contre cette volte-face du législateur, mais il ne pourra rien faire contre cette volte-face, Sylvie Bermann. Je ne sais pas ce qu'il pourra faire, mais en tout cas, c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a eu des décisions de justice qui contraient tous ces executive orders ou toutes ces décisions, finalement, il n'a jamais appliqué. Il a continué dans la voie qu'il souhaitait. Et c'est ça, c'est qu'il continue dans l'impunité. Il a même dit, normalement, il devait aller devant le Congrès pour faire plonger sa guerre en Iran. C'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles cette guerre, le cessez-le-feu dure si longtemps. Mais il a même dit, mais moi, finalement, j'irai pas devant le Congrès. Il en fait qu'à sa tête et personne ne l'arrête. Pourquoi est-ce que personne ne l'arrête ? Parce que la Cour suprême, elle est aux mains quasiment de juges républicains, parce que dans son parti, malgré les critiques, malgré les rumeurs, il a encore un soutien. Et ça reste l'homme le plus puissant du monde. Il a éloigné de son cabinet, de la Maison-Blanche, tous ceux qui le contredisent. Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Moi, je ne sais pas ce qui peut l'arrêter. Il a combien de jugements contre lui, d'accusations de fraude, de violences sexuelles. Rien ne le touche. Il n'y a pas d'opposition crédible chez les démocrates, et donc. Et le fisc a même annulé à vie pour toute sa famille, lui et toute sa famille, qu'il n'y ait plus aucune procédure de révision de ses impôts, qu'on se doute qu'il n'a pas payé correctement, à vie pour toute sa famille. Donc je trouve ça génial. On est vraiment dans l'autocratie, en tout cas dans ce point. Cela dit, Joe Biden a aussi pardonné à son fils et à sa famille. Mais Trump, très correct. Oui. Alors Donald Trump, qui effectivement, vous avez raison de le souligner, n'est parfois pas très correct, mais qui vient de passer plusieurs heures dans la Situation Room, juste avant de s'enfermer dans cette pièce où il est en réunion avec ses plus proches conseillers, généralement pour prendre des décisions très importantes.